Il n'a pas de classe, mais peut utiliser n'importe quelle compétence de rang S. Dans ce monde, chacun accomplit un rituel à ses 10 ans pour obtenir une classe, ce qui lui permet d'apprendre des compétences spécifiques. Errol est un affreux, répugnant raté qui vient d'avoir 10 ans et s'apprête à subir ce rituel. Sa famille est impatiente de découvrir la classe qu'il recevra, mais Harel, lui, s'en moque éperdument. Le prêtre annonce le début du rituel et demande aux enfants de s'avancer. Le premier candidat s'approche, anxieux, et le prêtre touche son front du bout de son majeur. Il ressent la chaleur des flammes et l'odeur de la fonte du fer. Il a aussi une vision d'un marteau et annonce qu'il est forgeron. Le garçon retourne en courant vers son père, rempli d'excitation, car lui aussi est forgeron. Le prêtre poursuit la sélection des classes et attribue aux enfants leurs différentes vocations. Aster, la sœur d'Errol, l'informe que la lignée d'une personne détermine la classe qu'elle recevra. Elle est certaine qu'il obtiendra une bonne classe, car leurs parents possèdent des capacités avancées. Errol est le suivant, et le prêtre l'informe qu'il verra une vision de sa classe en lui touchant la tête. Cependant, le prêtre est perplexe, car il n'a eu aucune réaction d'Arl, contrairement aux autres enfants. Le prêtre réalise qu'il n'y a qu'une seule explication possible. Arl est sans classe. Arl rentre chez lui avec sa famille et se plonge dans la pratique de l'épée pour devenir plus fort. Ses parents le consolant et promettent de travailler comme aventurier jusqu'à leur dernier souffle, afin qu'il n'ait pas à faire de petits boulots. Aurel écarte leurs condoléances, car son absence de classe ne le dérange absolument pas. Il leur rappelle qu'il pratique l'escrime depuis qu'il est assez grand pour manier une épée. Il admet qu'il aurait été plus facile de devenir fort s'il avait été béni par la compétence d'épéiste, mais il ne se laissera pas décourager pour autant. Il est reconnaissant de savoir manier correctement une épée et il compte travailler dur pour devenir un héros. Les parents d'Arel sont impressionnés par sa détermination et sa perspicacité à un si jeune âge. Ils sont certains qu'il se fera un nom quand il sera plus âgé. Arl les quitte et se dirige vers les terrains d'entraînement pour poursuivre sa formation. Arrivé là-bas, il trouve deux garçons en plein combat à l'épée. L'un d'eux le reconnaît comme le raté sans classe et se demande ce qu'il est venu faire sur ces terrains, car ils ne sont utilisés que par les épéistes. Harel révèle qu'il est venu s'entraîner, comme tout le monde, mais le garçon lui explique que les épéistes n'ont pas besoin de s'entraîner. Ils ne viennent sur les terrains que pour montrer leurs compétences. Ils décident de faire à Errol une démonstration de leur talent, et les garçons reprennent leur combat à l'épée. Harel est impressionné, car leurs compétences de base en escrime en fait des combattants capables. Il les défie en duel et il se moque de sa stupidité. Il souligne qu'un duel entre un épéiste et un clone sans classe paradant sur le terrain avec une épée serait un véritable massacre. Aurel maintient sa position et insiste sur le fait que ce sera un bon match. Les garçons sont agacés par son insolence, alors ils décident d'accepter et de remettre Errol à sa place. Le premier garçon demande à Errol s'il possède la bénédiction de protection divine que la déesse accorde à tous à la naissance. Cette protection protège le corps des dégâts, mais encaisser trop de coups peut la faire s'épuiser. Il n'est pas si sûr qu'Harley, puisqu'il est sans classe. Errol confirme qu'il la possède, donc il n'a pas à s'inquiéter d'être accusé d'homicide. Le premier garçon révèle qu'il ne se retiendra pas, maintenant qu'il est certain de pouvoir projeter Arl autant qu'il le souhaite sans craindre la prison. Errol le prévient de s'attendre au même traitement, mais le garçon le prend comme une insulte personnelle. Il charge Aurel avec son épée et Aurel part sans effort. Le premier garçon croise de nouveau le fer avec Aurel et tente de le maîtriser, mais la force d'Aurel lui donne un retour à la réalité. Le second garçon ordonne à son ami d'arrêter de jouer et d'en finir avec Harel. Le premier garçon révèle qu'il essaie, mais Harel est plus fort qu'il ne l'imaginait. Il invite son ami à rejoindre le duel afin qu'il puisse submerger Harel par leur nombre. Le second garçon attaque Harel par derrière, mais celui-ci s'écarte avant qu'il ne porte son coup. Leur alliance n'impressionne pas Harel, car il est désireux de s'entraîner davantage avec des personnes plus proches de son niveau de compétence. Harel comprend que la tactique ne fait pas partie des ensembles de compétences de la classe d'épéiste, alors il décide de l'utiliser à son avantage. Il charge les garçons et il se prépare à son attaque, mais il disparaît soudainement. Il assomme le second garçon d'une attaque depuis son angle mort. Le premier garçon tente de venger son ami, mais il trébuche, et Errol le met à terre avec le plat de son épée. Errol déclare sa victoire, mais les garçons refusent d'admettre leur défaite. Ils affirment qu'Errol a triché car il n'a attaqué que lorsqu'ils ont baissé leur garde. Errol ne voit aucun inconvénient à faire un autre round pour prouver que sa victoire n'était pas un coup de chance. Un épéiste roux les interrompt et réprimande les garçons pour leur plainte, car si c'était une vraie bataille, ils auraient été finis. Le premier garçon tente de répondre au roux, mais son ami l'arrête car il est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes. Le roux s'approche d'Orl et reconnaît qu'il a hérité d'un talent inné de sa mère, contrairement aux deux minables qu'il vient d'assommer. Il défie Errol en duel et promet de lui montrer les capacités d'un véritable épéiste. Le roux garde rancune contre la mère d'Orl, car elle est considérée comme la meilleure épéiste du village et non son père. Orl réalise que le roux veut passer sa colère sur lui. Le roux révèle qu'il est épéiste depuis 1 an et qu'il possède maintenant des compétences intermédiaires. Sa révélation n'impressionne pas Harel, car sa mère lui a tout appris sur l'épée et il n'a pas l'intention de la décevoir. Le roux charge Aurel, mais celui-ci bloque les coups et le repousse. Le roux revient à la charge avec de multiples frappes d'épée, mais Errol contre chaque coup. Les garçons qui regardent se demandent si Errol est vraiment sans classe, car il contre facilement un épéiste aux compétences intermédiaires. Errol reconnaît silencieusement que le roux est plus fort que les deux autres perdants, mais ses émotions le rendent néglige et vulnérable. Le roux explose de colère contre Harel et celui-ci esquive. Il voit une ouverture et tente une frappe, mais le roux utilise une frappe à double lame. Harel parvient à bloquer l'une des entailles.
mais est touché par l'autre, ce qui le projette contre le mur. Il s'approche d'Arel pour revendiquer sa victoire, mais reconnaît qu'il n'est pas une mauviette. Quelques jours plus tard, Arel se réveille et descend prendre son petit déjeuner. Après le petit déjeuner, sa sœur aînée tente de le convaincre de se reposer pour la journée au lieu de partir s'entraîner. Elle lui assure qu'il sera toujours en sécurité car elle créera un monde libéré du mal. Arel ignore ses grands mots et part pour un entraînement spécial. Aster s'inquiète pour lui, car il rentre constamment tard depuis le jour où il a été battu. Farah l'assure qu'Eril peut se débrouiller seul. Elle l'emmène au sous-sol où Eril garde un coffre. Elle ouvre le coffre pour révéler un tas d'épées brisées qu'Eril utilisait pour pratiquer son escrime. Aster est convaincue qu'elle n'a rien à craindre, mais elle est toujours déterminée à créer un monde où Arel n'aura pas à s'inquiéter de son statut sans classe. Pendant ce temps, Erol poursuit son entraînement dans la forêt. Il donne plusieurs coups au tronc d'arbre, puis il déchaîne une frappe à double épée. Il est satisfait des progrès qu'il a réalisés dans son entraînement. Tous les coups qu'il a reçus du roux pendant leurs entraînements ont finalement porté leurs fruits. Un gobelin surgit soudainement des buissons et attaque Arel par derrière, mais il se retourne et l'abat avec ses frappes à double lame. Arol entend soudain un rugissement terrifiant provenant de la forêt. Il se demande pourquoi un si énorme monstre est si proche du village. Il décide de retourner au village pour informer les gardes, mais il entend une voix humaine criant de panique. Arol réalise qu'il n'a pas le luxe du temps. Il décide d'affronter le monstre car il est certain d'être assez fort pour le vaincre. Arel se dirige vers la source de la voix humaine et jette un coup d'œil à travers les buissons pour trouver le roux en mauvaise posture face à un hobgoblin. Il aperçoit une planche d'entraînement sur un arbre et comprend que le roux s'entraînait, tout comme lui, lorsque les monstres lui ont tendu une embuscade. Il décide d'attendre un moment opportun pour vaincre le monstre. Le hobgoblin s'abat sur le roux et lève sa massue. Le roux est trop épuisé pour faire autre chose que d'offrir une prière silencieuse de pardon pour avoir déçu son père. Alors que le hobgobelin abat sa massue, Erol l'abat avec sa tranche à double lame. Erol donne au roux son eau bénite pour soigner ses blessures et restaurer sa protection divine. Le roux l'aboie et récupère, mais il confronte immédiatement Erol à propos de la compétence qu'il vient d'utiliser, car seuls les épéistes expérimentés peuvent l'exécuter. Erol admet que la technique est complexe, c'est pourquoi il a consacré du temps et des efforts supplémentaires pour l'apprendre. Le roux ne comprend pas ce qu'Erol dit, alors Erol explique qu'il a découvert que le secret de la technique était d'exploiter la puissance de l'élan de l'épée. Il remercie le roux d'avoir constamment utilisé cette technique lors de leurs entraînements, ce qui lui a permis d'en percer le secret. Erol révèle qu'il s'entraînait pour maîtriser la technique, car il ne voulait pas perdre contre le roux lors de leur prochain duel. Le roux est impressionné par le dévouement d'Erol et décide de tester les fruits de son entraînement. Erol est sceptique à l'idée de se battre avec le roux, mais le roux insiste car il veut lui rendre sa gentillesse. Ils adoptent leur position de combat et exécutent des tranches à double lame en même temps. L'attaque d'Erol dévie la tranche du roux et le touche. Le roux est surpris d'avoir été touché malgré tout et il se demande si Arl n'a pas glissé une autre attaque pendant qu'il était distrait. Arl révèle qu'une troisième tranche de sa frappe à double lame l'a touché et le roux le lui reproche, car il est censé y avoir deux tranches d'épée, comme le nom l'indique. Arel révèle que ces règles ne s'appliquent pas à lui car sa frappe n'est pas basée sur une compétence. Cela lui donne la liberté de modifier ses techniques autant que ses capacités le permettent. Le roux ne croit pas à Arel, car il n'a aucun sens qu'un raté sans classe ait une technique plus forte qu'un épéiste confirmé. Arl est fatigué de ses plaintes et le défie en duel pour tester qui est le plus fort. Le roux accepte hâtivement et prend une note mentale pour surveiller la troisième attaque d'Arl. Ils adoptent leur position de combat et lancent des tranches à double épée, mais la frappe d'Arl est plus rapide que celle du roux. Sa frappe annule la tranche du roux et la troisième frappe cible le roux. Le roux parvient à lever son épée pour bloquer le coup, mais la force le projette au sol. Arl s'approche du roux et le roux admet sa défaite. Quelques jours plus tard, Arl prenait le thé avec sa famille le soir. Far révèle que le roux est parti pour Brescia et Arel se demande ce qu'il y a de si spécial à propos de Brescia. Far explique que Brescia est la cité des épées où elle travaillait autrefois. Arl est désireux de visiter Brescia et d'améliorer son escrime. Il est déterminé à découvrir à quel point il peut devenir fort sans classe. Arl monte dans un chariot avec d'autres épéistes et quelques enfants, et il se dirige vers la ville de Brescia. Après avoir voyagé un certain temps, le cocher les informe qu'ils approchent de leur destination. Les autres épéistes sont surpris d'apprendre qu'ils se dirigent tous dans la même direction. Purple se présente à Leather comme une épéiste à deux lames, et Leather se présente comme un barbare. Purple remarque son ton dur et se demande pourquoi il a une telle attitude alors qu'ils sont tous deux des épéistes avancés. Leather souligne qu'il n'aime pas fréquenter les gens qui s'exposent au monde. Purple révèle qu'elle s'habille légèrement car cela convient à la vitesse nécessaire pour utiliser parfaitement sa classe. Le cocher règle leur querelle en louant leur pouvoir offensif. Il arrête soudainement le chariot et révèle qu'ils ont maintenant une chance de prouver leur force. Leather regarde devant le chariot et voit une horde d'orques menée par un orcrois bloquant la route. Il commence à paniquer, car ils n'ont ni la force ni les ressources pour abattre une telle monstruosité. Les enfants dans le chariot le supplient de les sauver, mais Leather les ignore, car il sait que combattre les orques est un suicide. Purple le suit également car elle ne veut pas risquer sa vie pour des enfants qui ne sont même pas les siens. Le cocher décide d'abandonner le chariot et de fuir pour sa vie, puisqu'il n'y a personne pour les protéger, mais Arel sort soudainement du chariot.
Le cocher tente de l'arrêter car c'est trop dangereux, mais Errol ignore son avertissement. Il se précipite sur la horde d'orques et utilise ses compétences de téléportation pour les traverser en les abattant. Le cocher est impressionné par la compétence d'Errol, mais il se fait soudainement encercler et se demande comment il va sortir de la formation d'orques, car sa compétence de téléportation est désormais inutile. Arel tourne avec son épée et exécute une danse de la lame, ce qui élimine les orques. Le cocher n'en croit pas ses yeux, car la danse de la lame est une compétence légendaire qui ne peut être exécutée que par la princesse de la lame. Arl passe à l'Orcroi pour l'attaquer, mais l'Orcroi attaque le premier. Il balance sa massue et l'abat sur Errol, mais Errol saute en l'air et enfonce son épée dans la tête de l'Orcroi. Arel retourne au chariot et informe le cocher qu'il a éliminé toutes les menaces sur la route. Il l'exhorte à continuer vers Brexia car il doit y poursuivre son entraînement à l'épée pour devenir plus fort. Le cocher taquine Errol en lui disant qu'il n'a pas besoin de visiter Brexia car il est déjà assez fort. Les enfants sont tellement impressionnés par la compétence d'Errol qu'ils se demandent quelle est sa classe. Errol les informe qu'il est sans classe et ils sont surpris par sa confession. Errol entre dans le chariot et ils reprennent leur voyage. Errol s'assoupit et rêve de son interaction avec Fer. Alors qu'il s'entraînait dehors, elle est passée alors qu'il exécutait la frappe à double lame. Farah n'en croit pas ses yeux, alors elle suppose qu'elle rêve car elle est devenue épéiste, car elle ne peut accepter la réalité de son absence de classe. Arel l'informe qu'elle ne rêve pas, car il a maîtrisé la technique après des semaines d'entraînement. Il demande à Farah de lui enseigner toutes les techniques d'épée de princesse qu'elle connaît, afin qu'il puisse aussi les maîtriser, et ensuite se mettre à l'épreuve à Brescia. Le cocher du chariot réveille Arel et l'informe qu'ils sont arrivés à Brescia. Arel descend du chariot et observe que les habitants de Brescia sont tous des épéistes de haut niveau, tout comme le cocher. Le cocher nie être un épéiste, mais Errol insiste sur le fait qu'il en est un, car aucun roturier n'en sait autant sur les techniques d'épée. Le cocher admet qu'il est un chevalier sacré. Errol se demande pourquoi un épéiste de classe avancée conduit un chariot, et le cocher confesse qu'il est tellement fatigué des batailles qu'il a décidé de prendre un travail tranquille. Il l'informe que les épéistes de la ville sont là pour participer au tournoi d'escrime et mettre la main sur l'argent du prix. Il conseille à Errol de rejoindre une guilde afin qu'il puisse devenir éligible pour s'inscrire au tournoi. Errol révèle qu'il est aussi là pour participer au tournoi, mais il aimerait s'entraîner avec l'épéiste avancé avant cela. Le cocher lui fait ses adieux et lui conseille de faire attention à son choix de guilde, car il y a de mauvaises guildes en ville. Aurel entre dans la ville pour voir différentes guildes faire de la publicité aux épéistes afin qu'ils puissent rejoindre leur guilde. Une dame s'approche furtivement d'Errol et tente de l'attraper par derrière, mais il l'esquive par pure chance. Errol l'entend trébucher et tomber, et il se retourne pour voir ce qui se passe. Lilia se remet sur ses pieds et examine Aurel. Elle remarque qu'elle ne l'a jamais vu en ville auparavant, alors elle suppose qu'il est un nouvel épéiste cherchant une guilde à rejoindre. Errol confirme qu'il cherche une guilde. Lilia est contente, car elle cherche justement des membres pour rejoindre sa guilde. Elle présente à Aurel un contrat de guilde, mais Aurel décline son offre et s'éloigne. Lilia le poursuit et exige une explication pour son rejet, sans même lire les termes du contrat. Arel révèle qu'il a déjà compris qu'elle est la chef d'une guilde faible, c'est pourquoi elle est désespérée de recruter de nouveaux membres. Lilia essaie de faire semblant et de mentir en disant que sa guilde est très puissante, mais Arel voit clair dans son jeu. Lilia laisse finalement tomber la comédie et décide d'adoucir l'offre pour Arel. Elle propose de sortir avec lui pour une journée s'il accepte son offre, mais Arel refuse immédiatement, car sa poitrine pourrait être confondue avec une planche à découper. Il lui demande quelle est la plus grande guilde de la ville. Lilia est agacée qu'il ose encore lui demander des informations, mais elle répond quand même. Elle l'informe que la guilde la plus forte est l'Ours Noir, avec 8 épéistes de rang A, et lui donne leur emplacement. Arel se dirige vers leur résidence et informe le garde à l'entrée qu'il veut s'inscrire. Le garde le dirige vers la réception et l'informe qu'il doit passer un test avant de pouvoir être accepté chez Black Bear. Arel rejoint la file d'attente et attend son tour. Lorsqu'il atteint le comptoir de la réceptionniste, celle-ci lui demande sa classe, car seuls les épéistes avancés sont acceptés dans la guilde. Errol l'informe qu'il est sans classe, et la réceptionniste lui demande immédiatement de partir, car passer le test serait une perte de temps totale. Arel insiste sur le fait qu'il est confiant de réussir s'il est autorisé à passer le test, mais la réceptionniste refuse de plier les règles pour lui. Arel décide de postuler pour une autre guilde, mais la guilde suivante le rejette également. Errol essaie toutes les autres guildes de la ville, mais il est rejeté à chaque fois. Arel s'assit sur les marches de la ville, déçu de n'avoir même pas pu passer l'étape du traitement des documents de la candidature. Il se souvient soudain que Fer lui a donné une lettre de recommandation pour postuler à son ancienne guilde. Errol réalise que sa mère avait déjà compris qu'il aurait du mal à trouver une guilde, alors elle avait fait des plans pour faciliter le processus. Il décide de trouver l'emplacement de sa guilde, mais Lilia le confronte de nouveau et essaie de le convaincre de postuler à sa guilde, puisque personne d'autre ne l'accepte. Arel l'ignore et s'éloigne, mais Lilia le suit et continue de le harceler pour qu'il les rejoigne, car il manque cruellement de membres. Arel refuse, et Lilia recourt à le supplier désespérément dans la rue de les rejoindre. Errol refuse toujours et Lilia se demande s'il est un diable sans cœur. Elle offre de faire tout ce qu'il veut pour qu'il accepte son offre, mais quand elle lève les yeux, Errol a disparu. Cependant, Lilia est déterminée à continuer de le déranger jusqu'à ce qu'il la rejoigne.
Pendant ce temps, Errol est parti à la recherche de l'ancienne guilde de sa mère. Il arrive à l'adresse approximative, mais il ne la trouve toujours pas. Lilia sort de nulle part et lui demande de jeter un œil à sa guilde puisqu'elle est toute proche. Elle lui montre sa guilde et Harel note que la guilde est grande, mais se demande pourquoi une guilde si établie manque de membres. Lilia admet que l'escouade a perdu sa gloire, mais elle prévoit de restaurer sa renommée et de la rétablir comme une escouade notable. Elle promet que le nom de la guilde Croc de Dragon frappera de peur le cœur de leurs ennemis, et que le roi de l'épée en duel régnera à nouveau en maître. Harl réalise que c'est la même guilde que celle de sa mère, alors il décide de rejoindre Lilia. Elle l'emmène à l'intérieur de la guilde et lui fait visiter les lieux. Le père de Lilia se lève du canapé, car il est surpris de voir un nouveau membre. Lilia remarque la bouteille dans sa main et lui rappelle que le médecin l'a averti d'arrêter de boire, mais il la fait taire. Harl comprend que le père de Lilia est le roi des doubles épées, mais il lui manque un bras. Le père de Lilia conseille à Harl d'abandonner la guilde Dragonfang car elle est sur le point de s'effondrer, puis il s'en va. Lilia révèle que son père était autrefois un épéiste de premier ordre, mais après avoir perdu son bras, il a commencé à se noyer dans l'alcool et a perdu toute sa position sociale. Elle est certaine qu'Aurel ne voudra pas rejoindre la guilde après ce qu'il vient de voir, mais Aurel insiste sur le fait qu'il veut toujours la rejoindre. Après tout, il n'a pas le choix, car aucune autre guilde ne l'a accepté. Lilia lui tend le contrat de guilde et il le signe. Lilia examine ses informations et remarque qu'il est sans classe. Elle avertit Errol d'arrêter de plaisanter sur un sujet aussi sérieux. Mais Errol lui montre sa carte pour prouver qu'il est bien sans classe. Lilia menace de blesser Errol s'il ne retire pas son acceptation dans sa guilde. Elle lui rappelle qu'il doit posséder des compétences en maniement de l'épée pour être accepté dans une guilde. Lilia s'effondre, car elle s'est ridiculisée dans les rues pour un perdant sans classe et plein d'ego. Elle hurle de frustration car elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire pour empêcher leur guilde de s'effondrer, puisque Errol ne sera évidemment d'aucune utilité. René entre pour prendre des nouvelles de Lilia car elle l'a entendu crier. Lilia révèle qu'elle est frustrée car ils ont un nouveau membre, mais il s'est avéré être un clone sans classe. La description semble familière à Reiner, alors elle regarde Errol et confirme ses soupçons. Elle révèle qu'ils viennent de la même ville, mais Errol ne la connaît pas. René insiste sur le fait qu'ils se sont entraînés il y a 5 ans chez eux, mais Harl nie connaître une beauté comme Reiner, car il s'en serait souvenu toute sa vie. Cependant, il admet s'être entraîné avec Larousse, qui était le fils d'Evan. René révèle qu'Evan n'avait qu'une seule fille, et c'était elle. Lilia est curieuse de savoir si Harl est l'épéiste sans classe contre qui Reiner a perdu. René admet que c'est bien lui, mais elle déclare qu'elle ne perdra plus contre lui comme il y a 5 ans. Elle l'invite à la salle d'entraînement en bas pour leur revanche tant attendue. Harl la suit sans poser de questions, et Lilia donne le signal pour commencer le match. René attaque avec son coup de double lame, et Errol se demande pourquoi, surtout qu'elle sait qu'il peut l'annuler. Il contre avec son propre coup de double lame, mais l'attaque de Reiner dissipe ses entailles et le frappe. Aurel est surpris, alors Reiner explique que son épée est 5 fois plus puissante que sa précédente. Elle conseille à Aurel de s'adapter, car il ne peut pas la vaincre avec la même technique qu'il y a 5 ans. Elle jure de vaincre Aurel avec la nouvelle compétence de puissance qu'elle a obtenue. Elle attaque Aurel, mais il bloque son attaque et il croise le fer. Errol la félicite d'avoir fait tant d'efforts pour obtenir une compétence avancée. René ignore ses flatteries et continue de le taillader. Harel bloque les coups, mais il recule car il perdra s'il continue à encaisser de telles attaques. Harel souligne qu'il ne pense pas qu'il soit sage pour elle de montrer toutes ses cartes si vite, mais Reiner insiste sur le fait qu'elle gagnera quoi qu'il arrive. Aurel révèle qu'elle ne le touchera avec aucune attaque si c'est sa limite de vitesse. Les grandes paroles d'Aurel irritent Reiner, alors elle se jette sur lui et écarte son épée avant de le taillader. Elle est convaincue d'avoir porté un coup, mais l'image d'Aurel se disperse et il l'attaque par derrière. René essaie de comprendre ce qui vient de se passer et Harel révèle qu'elle a attaqué une ombre. René a du mal à assimiler sa déclaration, car il ne devrait pas être capable d'utiliser une compétence d'ombre, étant donné que c'est une compétence de niveau suprême. René attaque Aurel sauvagement, mais il esquive ses attaques et la trompe avec 2 ombres pour porter un coup. Cependant, il note que son coup n'a presque pas fait de dégâts contre sa protection divine. René est certaine qu'elle peut encore gagner le combat, car Aurel ne fait presque aucun dégât. Elle l'attaque de toutes ses forces, mais Aurel contre et la met à terre. Harold reconnaît qu'elle est forte, mais il souligne qu'il a depuis longtemps surpassé sa force. Lilia se précipite pour donner de l'eau bénite à Reiner afin de restaurer sa protection divine et réprimande Auril pour l'avoir fait pleurer. René insiste sur le fait qu'elle ne pleure pas et elle s'enfuit. Lilia et Errol retournent à la salle commune de la guilde. Lilia souhaite officiellement la bienvenue à Errol dans la guilde, mais Errol est curieux de connaître le statut de la guilde, car elle a dit qu'elle allait bientôt s'effondrer. Lilia révèle qu'ils sont endettés, mais elle reste optimiste, car une compétition de guilde approche la semaine suivante. Errol se demande pourquoi Reiner reste malgré l'état de la guilde. Lilia révèle que son père l'a accueilli lorsque d'autres guildes l'ont rejeté, et elle est membre depuis lors. Harel conclut qu'ils peuvent effacer leurs dettes s'ils gagnent la compétition, mais Lilia n'est pas si optimiste, car ils seront 3 contre 5. Triste, Aurel a hâte de se battre contre des gens forts pour pouvoir devenir plus puissant. C'est la raison pour laquelle il est venu à Brescia. Le père de Lilia écoute leur conversation, car il est curieux à propos d'Aurel et de la force qu'il peut atteindre. Aurel se réveille le lendemain matin et se souvient qu'il fait maintenant partie de l'ancienne guilde de sa mère. Il descend pour voir Reiner et Lilia assises dans la salle commune.
Lilia l'accueille, mais Rainer ne dit pas un mot, alors Aurel en conclut qu'elle lui en veut toujours pour sa défaite humiliante lors de leur duel. Lilia annonce qu'ils participeront au prochain tournoi de guilde ce week-end, puisqu'ils remplissent les conditions minimales pour s'inscrire. Aurel ne connaît pas grand-chose aux règles du tournoi, alors Lilia décide de lui en faire un résumé détaillé. Elle explique que le tournoi est un match à élimination directe en 1 contre 1, et la guilde sans membres à la fin de chaque duel pair. Elle explique également que les équipes de guilde sont limitées à 5 membres, ils devront donc faire un effort supplémentaire puisqu'ils ne sont qu'une équipe de 3. René ne voit pas leur chance dans le tournoi, mais Lilia l'assure qu'il est peu probable qu'il soit opposé à un épéiste de rang A. Arel ne comprend pas le système de classement. Alors Lilia explique que les héros sont classés du rang D au rang A, l'épéiste le plus fort étant classé rang A. Elle souligne qu'il y a environ 500 épéistes à Brescia et seulement 20 d'entre eux sont de rang A. Elle révèle qu'elle et Rainer sont toutes deux des épéistes de rang B, et elle suppose qu'il est également de rang B puisqu'il a vaincu Rainer lors de leur duel. Elle est certaine qu'ils passeront le tournoi s'ils ne sont pas opposés à un rang A. Elle décide d'aller au Colisée pour consulter les tableaux du tournoi afin de savoir quelle guilde ils affronteront. René essaie de laisser Erol dans la salle commune, mais il exige de savoir où elle va. Elle révèle qu'elle va s'entraîner. Erol se demande quelles compétences elle possède en tant qu'épéiste de puissance, en dehors de sa compétence de force brute. René révèle qu'elle possède la compétence d'endurance, ce qui fait que sa protection divine dure plus longtemps que celle d'un épéiste moyen. Erl apprécie sa compétence et il souhaite pouvoir l'apprendre. Il s'approche de Rainer et la supplie sincèrement de le frapper avec son épée gainée. René refuse car elle ne veut pas lui faire de faveur, mais Arl insiste car c'est une bonne occasion pour eux de construire une relation durable. René comprend mal les intentions d'Erol, alors il explique qu'il veut obtenir sa compétence d'endurance indirectement en la faisant le frapper à plusieurs reprises avec son épée pendant que sa protection divine est désactivée. René réprimande Aurel pour être si stupide qu'il a oublié que les compétences sont des bénédictions de la déesse et non quelque chose que l'on peut choisir librement. Aurel lui rappelle qu'il a appris le coup de double lame et la compétence d'ombre sans avoir été béni pour cela. René n'est toujours pas convaincu, alors ils descendent sur le terrain d'entraînement et Aurel tire son épée avec aisance. René est surprise qu'il puisse manier son épée si bien sans la compétence de force brute, mais Erel révèle qu'il a plus de force brute qu'elle, car il l'a développée en apprenant ses autres compétences. Il lui rappelle que l'effort peut égaler le talent avec de la détermination, et Rainer est convaincu. Elle décide de l'aider dans son entraînement, mais le prévient de ne pas se plaindre car elle ne se retiendra pas. Elle commence à frapper Erol avec son épée, mais Lilia arrive soudainement en courant. Paniquée, elle révèle qu'ils ont été opposés à la guilde de la Lame Noire, qui est actuellement le groupe le plus fort de la ville avec 8 épéistes de rang A. Elle est certaine que le chef de guilde opposera leurs membres les plus forts contre eux, mais elle est sûre qu'ils gagneront s'ils les affrontent en équipe. Elle remarque soudainement qu'Arl est mal en point, et elle suppose qu'ils se sont battus, mais Rainer explique qu'ils suivent un entraînement spécial. Lilia ne croit pas à son histoire, car on dirait juste qu'elle utilise Arl pour évacuer son stress, mais Arl se remet soudainement sur pied et annonce qu'il va déjeuner, car il a faim. Quelques jours plus tard, le jour de la compétition de guilde arrive et le trio se dirige vers le Colisée. Arel n'est pas très impressionné par les gens qui font la queue pour participer à la compétition. Lilia entend des spectateurs choisir la guilde de la Lame Noire pour gagner le match contre eux, et elle s'énerve. Elle commence à s'approcher d'eux pour leur dire le fond de sa pensée, mais Rainer l'arrête. Arl est surpris d'apprendre que les gens peuvent parier sur leur match. Lilia révèle que les codes de leur match sont de 1 contre 20 en faveur de la Lame Noire, ce qui signifie que personne ne s'attend à ce qu'ils gagnent. Cependant, elle y voit une formidable opportunité de devenir milliardaire. Elle révèle qu'elle a contracté un autre prêt avec la maison de guilde comme garantie et a tout misé sur leur victoire contre la Lame Noire. René n'est pas très contente de son plan, car ils seront dans une pire situation s'ils perdent, mais Lilia souligne qu'ils seront de toute façon dans une mauvaise situation s'ils perdent, alors il vaut mieux partir en beauté, avec panache. Jorg, le chef de Blackblade, s'approche soudainement d'elle et se moque d'elle pour avoir perdu son temps à essayer de maintenir la guilde de son père. Jorg est curieux, car il a entendu dire qu'elle avait recruté un épéiste sans classe. Lilia se demande s'il ne s'est approché d'elle que pour se vanter, mais Gorg révèle qu'il est seulement venu l'encourager, car il se sent mal à propos de l'état actuel de sa guilde. Il révèle qu'il lui a rendu un service en utilisant son influence pour s'assurer que leurs guildes soient opposées l'une à l'autre. Il explique qu'il leur permet de revenir sous les feux de la rampe et d'obtenir une sérieuse récompense s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à vaincre l'épéiste de rang A qu'il a choisi pour affronter. Jorg commence à rire de leur chance ridicule de remporter une victoire, mais Lilia insiste sur le fait qu'ils gagneront. Jorg décide de se complaire dans ses illusions et lui souhaite bonne chance en s'éloignant. Arl et Rainer voient clair dans la fausse gentillesse de Gorg, car il est évident qu'il fait tout pour éliminer leur guilde. Tout le monde entre dans le Colisée et prend place tandis que l'annonceur déclare le début du tournoi avec le match entre Blackblade et Dragonfang. Arel, Rainer et Lilia se tiennent au milieu de l'arène du Colisée tandis que l'écran du Colisée affiche les noms des combattants de Blackblade.
RL note que Jorg n'est pas sur la liste, il en conclut donc qu'ils se retiennent contre eux, mais Reiner clarifie qu'ils utilisent une composition plus agressive, car Gorg n'est pas l'un des 5 épéistes les plus forts de la guilde. RL est impatient de commencer la bataille car il veut acquérir de nouvelles compétences intéressantes auprès de leurs adversaires. Lilia le prévient de prendre le match au sérieux, car le destin de leur guilde en dépend, mais Aurel souligne qu'elle n'est pas en position de lui donner des conseils, car elle a misé tout leur argent sur le match sans les consulter au préalable. La sœur annonce que le premier affrontement sera entre Géo et Aurel. Tout le monde est surpris qu'Erel soit sans classe. Il le considère comme une blague qui a un désir de mort. Géo est furieux, car il trouve insultant d'affronter un perdant sans classe alors qu'il est un aventurier de rang A. Il préférerait s'amuser avec les dames, mais le match commence et Géo frappe immédiatement. Il utilise une charge éclair pour réduire la distance et enfonce son épée dans Aurel. Lilia le prévient d'être plus prudent, mais Reiner souligne qu'il est indemne. L'ombre d'Erel se désintègre et Gio comprend qu'il utilise sa compétence d'ombre. Il frappe Aurel derrière lui, mais il s'avère que c'est une ombre. 3 flèches entourent Géo, et il suppose que l'une d'elles est la vraie, car il est impossible de créer 3 images d'ombre. Il essaie de trouver le vrai, mais il commence à l'attaquer. Il repousse leurs attaques, mais le vrai Arel l'attaque par derrière. Géo n'arrive pas à croire ce qui vient de lui arriver alors qu'il perd connaissance, mais Arel révèle qu'il a appris la compétence de Pharah, qui peut créer jusqu'à 5 images rémanentes. La sœur déclare Harold vainqueur, et la foule éclate en acclamation. Mais il n'arrive pas à croire qu'Harold soit vraiment un épéiste sans classe. Lilia et Reiner sont impressionnés par la performance d'Arel, mais Aurel est plus intéressé à reprendre l'entraînement le plus rapidement possible afin de pouvoir imiter le coup d'épée des stocks de Géo. Il attend avec impatience le prochain affrontement pour pouvoir acquérir plus de compétences. Le prochain concurrent s'avance et le match commence. L'épéiste essaie d'attaquer Erel, mais il bloque facilement ses attaques. Il contre avec son coup de double lame pour assommer l'épéiste. Le prochain concurrent s'avance et feinte avec sa dague tout en attaquant avec un coup de pied. Arel utilise sa compétence d'ombre pour se faufiler derrière lui et l'assommer d'un seul coup. Lilia encourage Erol pour qu'il puisse éliminer les 2 derniers membres de la Lame Noire. Reiner la réprimande de tout lui laisser, mais elle admet qu'Aurel est le seul parmi eux capable d'éliminer l'épéiste de rang A, alors elle lui apporte un soutien émotionnel. Shield s'avance comme prochain concurrent et le combat commence. Il réprimande Erel pour avoir menti sur sa classe, mais Erel insiste sur le fait qu'il ne mentait pas. Il attaque Shield, mais son attaque ne fait presque aucun dégât en raison de sa haute protection magie. Il décide de l'épuiser avec des attaques persistantes, mais Shield le réprimande de se plaindre alors qu'il ne devrait même pas être un adversaire pour lui. Aurel révèle qu'il a gagné sa place dans ce duel en fournissant un effort considérable, mais Shield insiste sur le fait que l'effort ne peut pas l'emporter sur le talent. Il attaque Aurel avec une feinte d'épée et utilise son coup de bouclier, mais Aurel voit clair dans sa feinte et lui arrache le bouclier des mains. Maintenant que Shield est exposé, Aurel est confiant de pouvoir gagner le match. Il imite le coup de pied utilisé par l'un des épéistes qu'il a affronté, et Shield souligne qu'il a déjà vu cette technique. Erol admet qu'il peut acquérir certaines compétences après les avoir observées une seule fois. Il s'approche du bouclier de Shield et le ramasse. L'arrogance d'Erol énerve tellement Shield qu'il l'attaque, mais il part son coup. Erol utilise sa compétence d'ombre et imite la technique de coup de bouclier de Shield pour le faire tomber. La sœur l'annonce vainqueur, mais les spectateurs commencent à protester. Ils qualifient Erol de fraude car ils ne peuvent pas comprendre comment un épéiste sans classe a vaincu 4 épéistes de rang A d'affilée en un temps record. La sœur console la foule et révèle que les administrateurs du tournoi ont ordonné que l'ID de classe soit affiché publiquement afin qu'ils puissent voir ces informations par eux-mêmes. La sœur consulte Aurel pour confirmer qu'il est d'accord avec la décision et il accepte. La sœur affiche les informations d'Aurel sur les écrans du Colisée et annonce qu'Aurel est un épéiste sans classe certifié. Cela regagne la faveur de la foule pour Erel et il commence à l'acclamer. Lilia réprimande Reiner pour avoir retenu les informations sur la véritable force d'Aurel car elle aurait contracté un prêt plus élevé pour parier sur leur victoire. René avoue qu'elle ne savait pas qu'il était assez fort pour progresser aussi loin dans l'affrontement sans leur aide. Lilia révèle qu'elle va commencer à faire des préparatifs pour un certificat de mariage, car elle veut lier Orl à elle comme sa fabrique d'or illimitée. La sœur annonce que le dernier concurrent est Masamune, qui est un maître samouraï. Il monte sur scène et Erel remarque immédiatement qu'il possède un katana au lieu de la large épée commune. René et Lilia sont surprises par l'apparition de Masamune car elles n'ont jamais entendu parler de lui. Elles réalisent qu'il est leur atout majeur et elles espèrent qu'Erel pourra égaler ses capacités. La sœur annonce le début de la bataille et Masamune prend sa posture d'épée. Arl ressent la menace de sa posture, alors il décide de garder ses distances. Masamune le félicite d'avoir percé à jour son plan de l'attirer et d'utiliser sa compétence ultime pour le vaincre. Arl commence à s'approcher de lui et Masamune ne comprend pas pourquoi il prend une décision aussi insensée, malgré avoir entendu ses plans. Arel révèle qu'il n'a pas d'autre choix que de bouger, car il resterait autrement dans une impasse. Arel révèle également qu'il est curieux de la compétence ultime de Masamune, mais Masamune le prévient que sa curiosité pourrait être sa perte. Irel continue de s'approcher de lui tandis qu'il essaie d'élaborer un plan. Il envisage d'utiliser ses coups d'ombre, mais il comprend que Masamune les verra clairs, car il est très perspicace. Il s'arrête au bord de la portée de son épée et conclut qu'il doit être plus rapide que son coup.
Il entre dans la portée de Masamune et celui-ci frappe, mais Errol disparaît. Masamune est surpris, car il est certain qu'Aurel n'a pas utilisé d'image rémanente, ce qui signifie qu'il était plus rapide que son coup d'épée. Aurel apparaît derrière lui et le félicite d'être rapide, mais il souligne qu'il a été entraîné par quelqu'un de plus rapide. Il utilise la tempête perçante pour le vaincre, et Lilia est surprise de voir qu'il a maîtrisé la technique de la princesse épée. La sœur annonce Errol vainqueur, et il quitte la scène. Lilia et Reiner le félicitent pour sa victoire, mais Jorg complote silencieusement sa vengeance depuis l'ombre. Tard dans la nuit, Dragonfang célèbre sa victoire avec un toast. Lilia savoure sa boisson, disant que rien ne vaut de célébrer après avoir gagné. Arl note avec surprise qu'elle est assez âgée pour boire, tandis que Reiner tient un jus et accepte sa situation. Lilia se rapproche d'Earl et lui demande audacieusement de l'épouser. Il refuse sans hésitation. Elle le taquine d'être timide, mais il insiste sur le fait qu'il ne l'est pas. Elle continue, disant qu'elle peut satisfaire ses désirs, mais Earl répond qu'il préférerait épouser quelqu'un comme Reiner. Lilia est choquée, et Reiner rougit, troublé. Embarrassée, elle rétorque qu'il aurait au moins dû mentir au lieu de rejeter Lilia si clairement. Arl demande calmement pourquoi elle pense qu'il ment. René balbutie que les gens disent qu'elle agit comme un homme, car tout ce qu'elle fait, c'est s'entraîner. Harel admet qu'il pensait la même chose autrefois, la faisant soupirer sur son manque de charme féminin, mais Errol n'est pas d'accord. Reine dit qu'elle vise à être la plus forte épéiste et n'a pas de temps pour la féminité. Lilia sourit. Reine ne sait pas comment utiliser sa plus grande arme, donc elle n'est pas une concurrence. Lilia essaie de nouveau, proposant d'aider Errol à se détendre avec un massage tout en lui tapotant la cuisse. Reine rougit et la qualifie d'indécente, mais Lilia feint l'innocence. Errol dit alors qu'il préférerait plutôt un massage de Reiner, stupéfiant les deux jeunes filles. Plus tard, Reiner s'entraîne avec Errol. Son attaque, même avec une épée gainée, le laisse haletant. Elle plaisante en disant que cela ressemble à de la torture. Mais Errol explique que pousser son corps à la limite est le seul moyen de maîtriser le courage. Il a besoin d'un partenaire compétent et fiable. René est flatté qu'il lui fasse autant confiance. Un homme descend les escaliers avec Lilia, leur disant de faire moins de bruit. C'est le père de Lilia. Il demande à Errol s'il s'entraîne par frustration après sa défaite, mais Lilia le corrige. Ils ont gagné contre l'âme noire. Son père semble peu impressionné, supposant que l'ennemi avait envoyé des membres faibles. Lilia insiste que tous les adversaires étaient de rang A et que Aurel les a vaincus seuls. Son père regarde Aurel, couvert de sueur et de contusions, doutant qu'il soit si fort. Lilia ajoute qu'ils ont gagné assez d'argent pour couvrir les dépenses de la guilde grâce à Aurel. Son père prévient que de plus grandes guildes recruteront, les laissant derrière. Lilia refuse de le croire et annonce qu'elle et Errol vont se marier. Errol le nie immédiatement. Son père lui dit d'abandonner. Aurel intervient, disant que même si Lilia peut être un peu bête, elle est meilleure que ceux qui abandonnent sans essayer. Il demande quand son père cessera de se lamenter et agira de son âge. Il peut encore manier une épée d'un seul bras. Son père s'énerve. Il attrape Errol par le col, lui demandant ce qu'il sait. Un épéiste à deux lames qui ne peut pas manier les deux n'a que des compétences inutiles. Arl admet qu'il a raison. Il n'a ni classe ni compétences spéciales non plus, son père repousse Ariel et s'en va. Arl commente que même avec ses blessures, Rod est incroyablement fort et c'est du gâchis d'abandonner. Lilia se sent reconnaissante, croyant que les mots d'Ariel pourraient inspirer son père. René est d'accord, Rod a juste besoin de retrouver sa passion. Errol espère que Rod lui enseignera un jour. Lilia suggère à Arl d'explorer un donjon pour apprendre de nouvelles compétences. Errol demande ce qu'est un donjon, faisant soupirer Reiner. Elle explique qu'il y a un donjon immense sous la ville, rempli de pièges et de monstres. Arl s'enthousiasme. René accepte de se joindre pour l'expérience de combat avant la coupe du dieu de l'épée. Quand Errol demande ce que c'est, Reiner gémit. C'est un grand tournoi pour désigner le plus fort des épéistes. Lilia sort un formulaire d'inscription, disant qu'elle avait supposé qu'il voudrait participer. Errol les choque en le déchirant en deux. Le papier est en fait un certificat de mariage. Arel met Lilia dans une prise de bras alors qu'elle crie et s'excuse. Pendant ce temps, deux personnes mystérieuses observent à travers un orbe magique. L'un demande où ils vont, l'autre répond. Au donjon demain. Le premier sourit, si un accident arrive là, bah, personne ne se doutera de rien. Un rire sinistre résonne. Le lendemain matin, Errol dort paisiblement. Lilia se faufile, souriant malicieusement. Elle se vante que sa tenue décontractée le rendra incapable de résister. Elle se penche pour un baiser de réveil. Earl ouvre soudain les yeux et demande ce qu'elle fait, la surprenant. Gênée, elle essaye de faire comme si de rien n'était, l'appelant chérie. Elle se penche à nouveau, mais Earl repousse son visage. Elle crie et l'accuse de cruauté. Earl la traite de prédatrice. Agacée, Lilia rétorque qu'elle se jette sur lui et le traite de crétin. Earl lui attache les mains au cadre du lit et s'en va. Il frappe à la porte de Reiner et la trouve endormie, marmonnant à propos de son père et demandant des éloges. Amusé, Earl lui tapote la tête, réalisant qu'elle est une fille à papa malgré son extérieur dur. La voix de Lilia résonne, criant qu'on la détache. Rod entre et voit sa fille attachée au cadre du lit d'Errol. Choqué, il commence à se disputer tandis qu'Aurel écoute maladroitement. Errol, Lilia et Reiner arrivent au donjon souterrain. Aurel est surpris de la foule.
René explique que la coupe du dieu de l'épée approche et que de nombreux aventuriers s'entraînent. Une longue file attend le saut de téléportation. Lilia explique qu'il permet de voyager instantanément aux étages déjà visités. Cependant, cela ne fonctionne que pour les étages déjà atteints. Lilia peut aller au 12e étage tandis que Reiner peut atteindre le 14e. Aurel suppose qu'il peut suivre Reiner, mais Lilia le corrige. La magie ne le permettra pas tant qu'il n'aura pas physiquement atteint cet étage. Lilia insiste pour emmener Arel elle-même et dit à Reiner d'y aller seul. Avant que Reiner ne puisse argumenter, Lilia attrape le bras d'Erol. Aurel l'arrête, disant que Reiner devrait venir aussi, et elle accepte volontiers. À l'intérieur, il rencontre deux monstres d'armure vivante. Les créatures se déplacent seules, cliquetant lourdement. Arl et Reiner tirent leurs épées. L'une charge Arl. Il bloque son coup, mais une autre attaque vient de derrière. Arel recule, surpris par sa vitesse malgré son armure lourde. Il le décapite, mais même sans tête, il continue de bouger. René combat le second monstre et explique que les armures vivantes sont des armures vides alimentées par la magie du donjon. Elles ne ressentent aucune douleur et n'ont pas de points faibles. Erel vise les jambes, le faisant s'écraser. René termine son combat et prévient que les ennemis se régénéreront bientôt. Erel réalise qu'ils sont parfaits pour un entraînement sans fin. Lilia intervient, prétendant que le combat était difficile, bien qu'Erel souligne qu'elle n'a pas aidé. Curieux, Erel lui demande sa classe. Elle dit fièrement qu'elle est escrimeuse et propose de lui enseigner. Arel dit que sa mère, la princesse de l'épée, est déjà une maître escrimeuse. Lilia est choquée mais se reprend, affirmant qu'elle peut lui enseigner la compassion. Ils s'éloignent et entendent des cris demandant de l'aide. Il remarque un homme blessé sortir et demande ce qui vient de se passer. L'homme révèle qu'il est entré dans une nouvelle pièce pour la première fois et a été touché par un mauvais piège. Lilia pense que c'est courant dans un donjon, mais Arl est un peu confus. Reina veut emmener l'homme à la sortie, mais il refuse car ses amis sont toujours dans la pièce. Il supplie le groupe de les aider, ce à quoi Reina accepte rapidement. Lilia la réprimande car c'est une décision stupide sans réflexion appropriée. Reina réalise alors que l'homme n'est couvert de sang que parce que sa protection divine a expiré, il ne devrait donc pas venir avec eux. Cependant, Lilia explique que c'est la mauvaise approche car il devrait d'abord négocier. Ses yeux brillent alors qu'elle explique qu'ils doivent être rémunérés pour avoir aidé quelqu'un. Tout le monde, y compris Arella, est choqué car Lilia est une hypocrite. Il y a une minute, elle a promis de lui enseigner la compassion, et maintenant elle est devenue tout le contraire. Lilia ne recule pas et affirme que c'est chacun pour soi à l'intérieur du donjon. Donc, vous devriez payer un prix si vous demandez de l'aide. Malgré le choc, le gars blessé sort le coup de génie à 200 de QI en gonflant son ego. Elle s'enthousiasme car elle est enfin reconnue, et le gars révèle qu'il a lu l'article qui dénigrait sa guilde. Lilia se fâche et décide de laisser le gars derrière, mais ils parviennent à un accord en échange de la perte de tout son argent. Cependant, Erol pense que la situation est un peu louche. Lilia ne comprend pas parce que le gars lui a donné de l'argent réel, mais Arl dit que le gars est bizarre. Il pense qu'il y a trop de sang sur lui, mais Reina essaie d'expliquer que c'est parce que sa protection divine a expiré. Les filles ignorent les inquiétudes d'Irel et décident de suivre le gars dans la pièce. En chemin, Erol pense que cela devient de plus en plus étrange car il a déjà perdu autant de sang que cet homme, mais il ne pouvait même pas se tenir debout avant de recevoir des soins. Pourtant, ce gars marche très bien. Il sait que les blessures de cet homme sont fausses, mais décide de laisser les choses se dérouler car cela pourrait être amusant. Ils atteignent enfin l'entrée de la pièce et le gaz active la porte secrète. Ils regardent autour d'eux mais ne trouvent personne à l'intérieur. Ils avancent et remarquent une énorme flaque de sang. Lilia remarque une pièce d'or à côté du sang et décide de la ramasser. Mais dès qu'elle le fait, un cercle magique s'active. Arel et Reina réalisent que c'est un piège de téléportation et le gars blessé se moque de Lilia, affirmant qu'elle est aussi avide que le disent les rumeurs. Il pense que son travail est terminé, mais le cercle magique augmente de taille, le choquant car il est maintenant à portée. Finalement, tout le monde est téléporté à un autre endroit, que Reina croit être plus bas que le 14e étage. Lilia veut que le gars blessé explique ce qu'il vient de faire, mais ils sont surpris quand une lumière apparaît devant eux. Le gars explique alors qu'il a reçu l'ordre de les mener au piège afin qu'ils ne puissent jamais s'en échapper. Soudain, un chevalier apparaît, et le gars révèle qu'ils sont à l'étage le plus bas où se trouvent les dieux de l'épée de niveau avancé. Lilia est choquée, car cette classe de dieu de l'épée était censée n'être qu'un mythe. Soudain, Erol lui pousse la tête vers le bas une seconde avant que le chevalier ne lance une attaque visant leur cou. Les filles ne comprennent pas de quelle attaque il s'agit, mais Arl explique que c'est une compétence d'attaque tranchante que seuls les dieux de l'épée peuvent utiliser. Les filles sont choquées par son énorme portée, mais elles n'ont pas le temps de s'amuser. Le chevalier se téléporte et concentre son attaque sur Erel, le poussant contre le mur. Arel a bloqué l'attaque et pense que cela valait la peine d'avoir du cran car il n'a presque pas perdu de protection divine. Il essaie d'attaquer le chevalier, mais celui-ci se téléporte. Arel confirme que les compétences du chevalier sont celles d'un dieu de l'épée avancé et pense que c'est l'occasion parfaite de se tester. Tout le monde est confus par ses paroles, mais Arel s'élance simplement et commence à attaquer. Sa vitesse et ses attaques choquent tout le monde, y compris le chevalier qui est forcé de se concentrer sur la défense. Mais soudain, le chevalier utilise une compétence pour augmenter la pression et forcer tout le monde à s'agenouiller. Perella est le seul à rester debout car il a déjà pratiqué cela avec sa mère.
Il se souvient quand elle l'entraînait et le complimentait d'avoir réussi à rester debout. À ce moment-là, il lui avait dit qu'il pouvait tomber à genoux à tout moment, mais sa mère s'en fichait. Elle expliqua simplement qu'une fois cette compétence utilisée, il devait frapper son adversaire avec l'attaque Rupture Infinie. Harel fut choqué car cela signifiait que sa mère le frapperait avec une attaque de hachage à grande vitesse. Il pense que c'est trop car il lui serait impossible de la bloquer puisqu'il peut à peine se tenir debout, mais elle s'en fiche. Elle prétend simplement qu'elle irait doucement avec lui, et malgré ses affirmations qu'elle ne pouvait pas contrôler sa force, elle a simplement attaqué en disant qu'elle pourrait être la contrôler cette fois. Bien qu'elle ait été dure à ce moment-là, Errol est content qu'elle ne l'ait jamais ménagée. Il ramasse une pièce par terre et la lance sur le chevalier, le forçant à rompre sa posture en la coupant en deux. Harel utilise cette chance pour sauter en avant, affirmant que le chevalier a fait une erreur en pensant qu'il ne pouvait pas bouger. Dans la seconde qui suit, il déchaîne sa compétence de rupture infinie pour vaincre le chevalier. Lilia essaie évidemment de profiter de lui en l'appelant son futur mari, mais Harel refuse. Après le combat, Errol boit une potion de mana et Reyna demande comment il connaît les compétences du dieu de l'épée. Lilia est également confuse car elle n'a jamais vu de dieu de l'épée malgré avoir vécu toute sa vie dans cette ville. Pourtant, Harel explique simplement que c'est une réponse facile. Sa mère est une véritable déesse de l'épée. Les filles pensent qu'il plaisante, et Reyna demande pourquoi sa mère a toujours prétendu être une princesse de l'épée. C'est alors qu'Errol révèle qu'elle n'aime tout simplement pas attirer l'attention. Reyna rit et affirme qu'elle ne l'aurait jamais défiée si elle avait su que sa mère était une déesse de l'épée. Harel révèle qu'il est content qu'elle ne le sache pas car il avait vraiment besoin de leur combat pour s'améliorer. Lilia ne supporte plus cela et veut trouver une sortie quand soudain une autre lumière apparaît. Harel s'enthousiasme car cela pourrait être un nouvel ennemi, mais Lilia révèle que c'est le sort de téléportation et il décide de partir. Pendant ce temps en ville, le père de Lilia est au bar quand il écoute un groupe se vanter d'avoir gagné tant d'argent en piégeant des idiots dans un piège de téléportation. Le groupe se sent mal parce que leur autre membre a aussi été pris au piège, mais il commence à en rire. Il s'avère qu'ils savaient qu'ils se feraient prendre, mais ne lui ont jamais dit juste pour avoir une plus grande part. L'un des gars mentionne alors que c'est une fin folle pour la guilde Dragonfang. En entendant cela, le père de Lilia demande à en savoir plus et il réalise qu'il était leur ancien chef de guilde. Il commence à faire une crise de colère, mais un gars nommé Gorg l'arrête. Rod pense que Jorg est derrière tout ça, et le gars révèle que les membres de sa guilde ont vu le groupe de Lilia entrer dans une dangereuse pièce cachée du donjon. Rod essaie de l'attraper en criant que non seulement il lui a pris son bras, mais qu'il essaie aussi de lui enlever sa fille. Il tombe à genoux en l'appelant par son nom quand soudain, Lilia et le groupe entrent dans le bar. Jorg pense que c'est impossible, mais Lilia affirme simplement qu'ils ont failli mourir à cause de lui. Cependant, ils ont réussi à vaincre le dieu de l'épée et à revenir vivants. Jorg prétend qu'ils ne sont pas assez forts pour vaincre un dieu de l'épée, mais Harl affirme qu'il était un adversaire décent. Lilia révèle aussi que l'autre gaz a avoué que Jorg était la personne derrière tout ça. Tant Jorg s'en va car il sait que rien ne peut être fait concernant ce qu'il a fait et rentre chez lui. Il est en colère car il pensait qu'il deviendrait enfin l'aventurier le plus fort maintenant que la mère d'Errol et Rod était hors jeu, mais il est maintenant en compétition avec un gamin sans classe qui peut vaincre des super classes. Soudain, un brouillard sombre apparaît et Gorg remarque une épée derrière lui, émanant une aura et affirmant qu'elle exaucera son souhait. Le lendemain, Lilia ramasse le courrier et devient triste. René le remarque et lui demande ce qui la tracasse. Lilia révèle que les préliminaires du tournoi du dieu de l'épée ont été annoncés, et qu'elle a été placée dans la même poule qu'Harel. Elle se sent mal car elle sait qu'elle n'a aucune chance de se qualifier. Harel entre car il a entendu la nouvelle et est curieux de la structure du tournoi. René explique qu'ils doivent organiser des préliminaires car trop de gens veulent participer. Ils l'ont structuré de sorte que seuls les chefs de groupe se qualifient pour le tournoi principal. Lilia a le cœur brisé, mais Errol la console. C'est un miracle qu'elle ait même été dans la poule. Lilia le réprimande pour être un ami horrible, mais il ne lui prête aucune attention. Il remarque que Reiner est dans un groupe différent, mais elle ne laisse pas cela lui monter à la tête. Elle sait qu'elle affrontera aussi des adversaires coriaces. Elle est impatiente de gagner le tournoi. Errol l'encourage car elle aura enfin quelque chose à raconter à son père. René commence à s'extasier sur son père mais réalise qu'Harl essaie de la piéger pour qu'elle révèle son adoration secrète pour lui. Elle se ressaisit. Lilia déclare qu'elle n'abandonnera pas même si elle fait face aux chances impossibles de vaincre Harel. Elle annonce qu'ils se dirigent vers le donjon en groupe pour affûter leurs compétences. Harel se demande s'il doit aussi les accompagner puisqu'il est clairement au-dessus de leur classe. Lilia insiste qu'il doit les suivre comme leur garde du corps afin qu'ils puissent sauver la situation si quelque chose arrive. Rod entend leur conversation et entre pour donner des conseils à Lilia. Il la prévient de toujours rester sur ses gardes en explorant le donjon car Gorg pourrait leur avoir tendu un autre piège. Lilia l'assure qu'elle fera de son mieux pour rester en sécurité et dit au revoir à Rod. Rod se tourne vers Urel, embarrassé par son rôle de père surprotecteur. Il sait qu'Errol pourrait le juger à ce sujet car quand il a rejoint, il n'a montré aucun signe de se soucier de Lilia. Cependant, il jure d'arrêter de boire et de devenir sobre afin de redevenir un épéiste et de s'occuper de sa fille. Quelques jours plus tard, la sœur annonce le début du tournoi du dieu de l'épée. Spectateurs et participants se rassemblent dans l'arène.
Différents participants s'affrontent et avancent dans le tableau des préliminaires. Lilia est l'une des premières participantes mais finit par perdre son premier match. Elle est tellement déçue d'elle-même après la défaite, elle pensait être assez forte pour gagner le tournoi cette année. Erel entre alors qu'elle est perdue dans son apitoiement. Il souligne qu'elle aurait perdu même s'il n'avait pas été placé dans la même poule. Il se sent mal car il avait en fait hâte de combattre Lilia pour pouvoir expérimenter ses techniques de lancier et en apprendre quelques-unes. Lilia écarte sa pitié mais l'encourage à tout gagner puisqu'il a atteint la finale. Elle lui conseille d'être prude car son adversaire possède des compétences uniques qu'il n'a jamais vues auparavant. Erel n'est pas dérangé. Il est certain d'avoir vu toutes les compétences uniques d'épéistes pendant qu'ils exploraient le donjon. Lilia souligne que son adversaire possède des compétences autres que celles d'épéiste, ce qui la rend encore plus dangereuse. Arel ne comprend pas de quoi elle parle. Elle explique que son adversaire est une épéiste magicienne qui enchante son épée avant chaque combat. Arl est plus surpris que les gens aient permis à un magicien de s'inscrire à un tournoi d'escrime. Lilia souligne que la classe n'est pas un critère. N'importe qui peut s'inscrire tant qu'il appartient à une guilde. La sœur demande aux finalistes de monter sur scène. Lilia souhaite bonne chance à Erol. Il monte sur le podium. Son adversaire le prévient immédiatement de ne pas donner d'excuses s'il perd, car sa classe est une classe acceptable. Arl ne s'en soucie pas car il sait que le meilleur combattant est destiné à gagner. La sœur annonce le début du match et la finaliste attaque Erol avec des boules de feu. Aurel esquive la première boule de feu mais la finaliste ne s'arrête pas à une seule. Elle continue de lui lancer des boules de feu, il doit donc s'écarter pour éviter d'être touché. Il décide de changer de tactique. Il se faufile à travers les boules de feu et s'approche de la finaliste pour qu'il puisse entrer en combat rapproché. Il croise le fer avec elle, mais elle utilise ses boules de feu pour le repousser. Arel est frustré car la finaliste peut facilement alterner entre les attaques à longue et courte portée, ce qui rend difficile pour lui de la combattre à ses propres conditions. La finaliste déclare qu'elle ne perdra jamais face à un moins que rien sans classe comme lui. Arel admet qu'elle est polyvalente, mais souligne qu'elle manque de maîtrise de ses techniques. Il dit que ni sa magie ni son escrime ne sont dignes d'être classés comme une technique de haut niveau. Son commentaire touche une corde sensible et la finaliste se met en colère. Elle enchante son épée avec des flammes. Arl est intrigué car il n'a jamais vu d'épée enflammée auparavant. La finaliste explique que c'est la technique ultime d'épéiste que seuls les épéistes magiciens peuvent manier. Elle balance son épée et la flamme jaillit comme un fouet. Arl s'écarte du danger et dévie les coups avec son épée. Le fouet de flamme continue de l'attaquer comme si c'était une chose vivante, mais il continue de contrer les attaques tout en reculant pour maintenir sa distance. Il admet que ses compétences sont plutôt bonnes, mais s'arrête soudainement de bouger car il comprend maintenant son schéma d'attaque. Il reste immobile et dévie son attaque si facilement qu'on pourrait le prendre pour une statue. Il révèle que sa maîtrise de l'épée est trop faible pour exploiter tout le potentiel de son attaque. Il se moque d'elle pour avoir un niveau de compétence inférieur à celui de Lilia et souligne qu'elle n'est allée si loin dans le tournoi que parce que personne ne comprenait sa technique. La finaliste avertit Arel d'arrêter de se moquer d'elle, mais il voit qu'il l'a déstabilisée. Il utilise la frappe à double lame pour éteindre ses flammes et le dash éclair pour réduire la distance. Il la félicite de lui avoir montré une nouvelle technique en l'assommant avec son épée. La sœur annonce Aurel vainqueur tandis qu'il est perdu dans ses pensées sur l'obtention de la magie s'il s'entraîne assez dur. Quelques jours plus tard, Lilia essaie de réveiller son père et de le convaincre de l'accompagner pour regarder le combat d'Erol. Rod refuse de se lever du canapé. Lilia le taquine en disant qu'il a peur de se faire dessus s'il rencontre Gorg. Rod la réprimande pour penser qu'il a peur de Gorg. Il avoue avoir tenu une épée pour la première fois la veille, et avoir réalisé qu'il était si rouillé qu'il ne pouvait pas gagner le tournoi d'épéistes, même s'il essayait. Aller voir l'événement ne servirait qu'à lui rappeler son existence pitoyable. Lilia ne se sent pas mal car elle non plus ne peut pas entrer dans le tournoi malgré avoir 2 bras. Elle insiste pour que Rod l'accompagne, alors il cède à ses exigences. Sur la route, elle souligne que même s'il ne va pas à l'événement, il finit toujours par regarder le match en secret car il aime voir les nouveaux membres de la guilde gravir les échelons. Elle est certaine qu'il ne manquera pas de regarder Rainer car elle est son élève depuis longtemps. Rod reconnaît qu'elle a raison et la félicite pour sa sagesse, digne de sa mère. À l'arène, Rainer est prise de trac. Aurel la voit si anxieuse qu'il s'approche d'elle. Rainer est surprise par son apparition soudaine. Elle manque de faire une crise cardiaque. Aurel lui fait remarquer qu'il ne l'a jamais vue aussi anxieuse. Rainer avoue qu'elle ne peut s'empêcher d'être nerveuse. Aurel comprend qu'elle est nerveuse car elle pense l'affronter lors de son premier match et a peur de se ridiculiser devant toute la ville. Rainer le réprimande pour son ego démesuré. La sœur annonce le début du tournoi avec un match entre Jorg et Aurel. C'est un affrontement entre le vainqueur de l'année précédente et le nouveau favori sans classe dont tout le monde parle. Aurel ne montre presque aucune émotion à cette annonce. Il se lève pour entrer dans l'arène, mais Rainer lui attrape soudainement la main. Elle est gênée par son air si désespéré, mais lui souhaite bonne chance et lui conseille d'approcher Gorg avec prudence. Aurel lui promet de la revoir plus tard. Il entre dans l'arène et Lilia l'encourage.
Cependant, lorsque Jorg entre, il a l'air complètement différent de la dernière fois qu'ils l'ont vu. Lilia le reconnaît à peine, car il ressemble à un monstre. Rod aperçoit l'épée que Jorg manie et conseille à Aurel de rester loin de lui, car il est plus dangereux que jamais. Lilia se demande pourquoi son père est soudainement si effrayé. Il explique que l'épée que Gorg tient contient un puissant démon scellé. Le démon parle à travers Gorg et exprime sa surprise que quelqu'un ait pu reconnaître son épée. Lilia n'arrive pas à croire que Gorg ne reconnaisse plus Rod. Rod révèle qu'il a été possédé par le démon. Il explique que la lame que le dieu de l'épée a utilisée pour tuer le démon était maudite par une rancune et devait être scellée. Il se demande comment Jorg a pu s'en emparer. Le démon révèle que le sceau qui le retenait s'est usé. Le démon révèle qu'il a attendu patiemment pendant des siècles. Ainsi, ceux qui le connaissaient disparaîtront et quelqu'un ayant désespérément besoin de son pouvoir viendra le chercher. Il se présente comme Durgelda et annonce qu'il est sur le point de déchaîner la terreur sur la ville. René s'avance car elle a entendu ce nom pendant leur cours d'histoire, mais Aurel ne se souvient de rien à son sujet. Elle explique qu'il était un démon invoqué par une divinité maléfique dans le passé. Les spectateurs réalisent vite que les légendes étaient vraies, alors ils commencent à paniquer en essayant de fuir pour se mettre en sécurité. Durgelda savoure les cris de terreur des spectateurs en fuite, mais cela ne suffit pas à le rassasier. Il jette un sort pour engloutir la zone dans une barrière sombre afin que personne ne puisse s'échapper. Il remarque soudain Aurel, l'épée tirée, et se moque de lui pour avoir essayé de faire le brave après avoir été témoin de son pouvoir écrasant. Aurel déclare avoir tiré son épée parce qu'il est confiant de pouvoir le vaincre. Il lui rappelle que le dieu de l'épée l'a battu par le passé, ce qui signifie qu'il n'est pas invincible. Durgelda admet que le dieu de l'épée l'a vaincu, mais rappelle à Aurel que le dieu de l'épée est maintenant 6 pieds sous terre. Donc personne ne peut le vaincre comme avant. Aurel informe Durgelda qu'il se trompe sur 2 points. Il souligne qu'un dieu de l'épée existe actuellement et déclare également qu'il le vaincra, même s'il n'est pas un dieu de l'épée. Durgelda se moque d'Aurel pour vivre dans des fantasmes, mais Aurel l'attaque soudainement, et il reçoit une bonne leçon de réalité. Il est tellement choqué par sa vitesse, mais parvient tout de même à réagir à temps. Il commence à jurer en reconnaissant qu'Aurel possède les mouvements d'un dieu de l'épée. Aurel utilise le pas divin contre lui. Durgelda ne peut comprendre comment un vaurien sans classe a maîtrisé les compétences du dieu de l'épée. Il interroge Aurel, mais Aurel refuse de lui répondre. Durgelda rappelle à Aurel que ses attaques sont de toute façon inutiles contre lui. Car il possède le corps d'un maître épéiste, il repousse l'attaque d'Aurel et le fait reculer. Il attaque Aurel avec son épée et le touche. Il est certain d'avoir coupé ce rat insolent en deux, mais Aurel reste debout comme si de rien n'était. Durgelda essaie de comprendre les événements qui se déroulent devant lui. Aurel explique que son coup d'épée mortel n'était qu'une douce tape sur son épaule, grâce au courage qu'il a développé en s'entraînant avec Reiner. Durgelda perd son sang-froid et charge Aurel sauvagement, mais celui-ci contre-attaque calmement et le repousse. Il l'attaque avec une rupture infinie et déclenche des millions de coups d'épée par minute avec ses images rémanentes. Les coups repoussent Durgelda. Il devient désespéré en réalisant qu'il est submergé. Cependant, il ne peut rien y faire et Aurel lui porte quelques coups. Durgelda réalise qu'il mène une bataille perdue d'avance car Aurel possède d'une manière ou d'une autre les capacités du dieu de l'épée qu'il a vaincu il y a longtemps. Il n'arrive pas à croire qu'il échoue aux mains de l'enfant d'un dieu de l'épée qui a hérité de sa classe. Aurel lui rappelle qu'il est sans classe et la chef d'un coup d'épée. Aurel s'approche du corps immobile de Durgelda. Les spectateurs le préviennent d'être prudent, mais Aurel déclare qu'il ne peut pas riposter car sa protection magique est complètement épuisée. Les gens commencent à acclamer Aurel comme leur héros. Il descend du podium pour retrouver Reiner pendant que Durgelda essaie de simuler son inconscience en élaborant des plans de retraite. Il essaie de trouver un moyen d'échapper à Aurel et de se cacher dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'il puisse retrouver toute sa puissance et revenir pour se venger. Il décide de se transférer dans un autre humain de la foule et scanne les spectateurs à la recherche de quelqu'un avec un physique assez bon pour l'aider à s'échapper. Il repère Rod et le choisit comme son candidat idéal. Lilia exprime sa joie qu'Aurel et Reiner soient sortis vivants de cette rencontre. René ne se sent pas très bien car les organisateurs devront annuler le tournoi en raison des événements malheureux qui se sont produits. Durgelda possède son épée et se lance sur eux. Aurel détecte son mouvement et avertit Reiner de s'écarter, mais elle ne réagit pas assez vite. Il suppose que Durgelda vise Reiner, alors il la pousse hors du chemin. Mais Durgelda change de direction en plein vol et attaque les gradins. Rod protège Lilia d'être touchée, mais l'impact crée un nuage de poussière. René les appelle à travers la poussière pour s'assurer qu'ils vont bien. La poussière retombe et Lilia annonce qu'elle va bien parce que son père l'a protégée. Soudain, Rod pointe l'épée de Durgelda sur son cou et la prend en otage. Aurel comprend que l'épée est le corps principal de Durgelda. Il se réprimande d'avoir manqué ce détail et d'avoir attaqué Jorg au lieu de l'épée. Durgelda déclare qu'il est trop tard pour regretter le passé, il doit le laisser s'échapper s'il veut que Lilia reste indemne. Aurel souligne qu'il ne se soucie pas de ce qui arrive à Lilia.
mais Durgelda le prévient de laisser tomber son air dur car il peut voir les souvenirs de Rod. Lilia lui a dit qu'il était son fiancé, donc elle doit lui être très précieuse. Lilia essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi Durgelda parlait, mais Aurel voit qu'elle essaie toujours de le forcer au mariage. Il décide de les tuer tous les deux pour enfin avoir la paix, mais Reiner l'arrête. Durgelda est surpris qu'il ne se soucie pas vraiment de Lilia. Aurel révèle qu'il ne peut valoriser que ce qui a de la valeur, mais Lilia ne vaut rien. Durgelda exige une explication. Lilia avoue avoir inventé l'histoire parce qu'elle voulait forcer ses fantasmes à devenir réalité. Elle supplie Durgelda de lui épargner la vie. René se sent mal pour elle, mais Aurel l'assure que Durgelda ne peut pas la tuer, même s'il essayait. Durgelda entend la déclaration audacieuse d'Aurel et essaie de montrer qu'il peut le faire s'il le veut, mais ses mains deviennent soudainement raides. Rod reprend le contrôle de son corps et déclare qu'il ne permettra pas à Durgelda de blesser Lilia. Il la libère et elle se précipite en sécurité. Durgelda essaie de se battre pour la conscience de Rod. Il lui rappelle qu'il peut lui donner tout le pouvoir dont il a besoin pour retrouver sa gloire perdue. Rod admet qu'il aurait succombé à ses manigances s'il n'avait pas été quelques jours trop tard. Il révèle qu'Aurel lui a appris qu'il peut retrouver sa réputation de manière honorable en travaillant dur. Rod surmonte l'emprise de Durgelda sur lui et lance l'épée à Aurel. Aurel tranche l'épée en deux et la barrière au-dessus de la reine disparaît. Il est certain que Durgelda ne reviendra pas après cela. Quelques jours plus tard, Rod emmène des recrues à la salle d'entraînement pour des essais. Il les malmène tellement qu'ils commencent à reconsidérer leur décision de postuler pour leur guilde. Rod les réprimande de trop compter sur leurs compétences au lieu de réellement se défendre contre leur adversaire. Il appelle la prochaine recrue à s'avancer et à l'affronter, mais ils s'enfuient tous pour sauver leur vie. Lilia trouve une recrue cachée dans un coin, elle le traite de mauviette. Elle lui rappelle qu'ils ne l'ont autorisé à rejoindre leur guilde que parce qu'il avait promis de faire de son mieux pour s'améliorer. La recrue souligne que ce n'est pas ce pourquoi elle s'est engagée. Rod ressemble à un monstre au lieu d'un épéiste manchot avec un handicap. Lilia admet que Rod est devenu plus passionné après avoir retrouvé sa dignité d'épéiste. Elle remercie silencieusement Aurel d'avoir redonné vie à son père. La recrue se demande si Aurel viendra au quartier général de la guilde. Il veut avoir l'occasion de rencontrer son idole. Lilia l'informe qu'Aurel a quitté la guilde. Elle devient soudainement triste car elle ne peut pas épouser Aurel puisqu'il l'a laissé derrière elle. Elle se sent seule à la guilde sans ses deux nouveaux amis. René est également parti à la poursuite d'Aurel, la laissant seule avec son père. Aurel engage les services du cocher épéiste pour le faire sortir de la ville. Le cocher est surpris par sa décision soudaine de disparaître de la ville juste après avoir remporté la coupe du dieu de l'épée. Il lui suggère de rester un moment et de profiter des éloges et de l'adoration que les gens lui portent désormais. Aurel révèle qu'il est parti parce qu'il n'y a plus rien pour lui en ville. Le cocher est curieux de son choix de voyager dans un si petit village au lieu d'aller dans une plus grande ville dans l'espoir d'acquérir plus de compétences. Il devine que le village est la ville natale d'Aurel. Aurel le confirme. Il révèle également qu'il revient pour tester ses compétences. Il pense pouvoir enfin gagner un duel contre sa mère. Le cocher se moque de lui d'avoir peur de sa mère malgré qu'il soit le champion de la coupe du dieu de l'épée, mais il reconnaît la force des mers comme une menace universelle. Aurel arrive chez lui et essaie de surprendre Farah pendant qu'elle s'occupe de ses fleurs dans le jardin, mais elle détecte immédiatement sa présence. Il se sent mal qu'elle l'ait repéré, mais elle admet qu'il est devenu plus fort. Il lui a fallu un certain temps pour sentir sa présence. Il l'informe qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée. Il est sur le point de la défier en duel, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'approche de lui en un éclair et pointe une fleur sur lui. Il réalise qu'il aurait été perdu si la fleur avait été une épée. Il félicite sa mère d'avoir lu son intention. Farah souligne que c'est un instinct maternel naturel. Elle suggère qu'ils aillent au terrain d'entraînement derrière les montagnes pour s'entraîner. Ils détruiraient leur maison s'ils s'entraînaient si près. Il accepte sa suggestion, ils partent. Ils arrivent au terrain d'entraînement et s'affrontent. Farah est impatiente de voir les nouvelles compétences qu'il a acquises grâce à son entraînement. Il lui fait remarquer qu'elle ne sera pas si impatiente quand elle commencera à ressentir la douleur de ses coups. Farah décide de laisser tomber l'attitude amicale. Elle court vers lui en un éclair. Il parvient à suivre son mouvement et bloque son attaque avec facilité. Farah révèle qu'elle ne prend pas le match à la légère, même si elle se montre amicale. Il réalise qu'il ne gagnera pas à moins de passer à l'offensive. Il recule et mélange deux compétences de tranche d'épée pour attaquer Farah, mais elle les bloque sans effort. Elle est impressionnée qu'il puisse combiner deux compétences d'épée de haut niveau, mais il est plus curieux de la capacité qu'elle a utilisée pour bloquer son attaque sans effort. Farah révèle qu'elle a simplement utilisé son épée pour dévier l'attaque sans utiliser aucune compétence. Elle souligne qu'elle a appris à se battre sans compter sur ses compétences, tout comme lui. Son respect pour sa mère augmente de façon exponentielle. Elle a un état d'esprit différent de tout épéiste qu'il ait jamais rencontré. Il l'attaque plusieurs fois, mais elle bloque ses attaques. La collision de leurs épées envoie des ondes de choc qui se propagent à travers le village. Les villageois commencent à paniquer. Ils supposent qu'un monstre est sur le point de les attaquer depuis les montagnes. Aurel utilise le passe aérien pour sauter en l'air et attaque Farah, mais elle contre-attaque avec sa compétence présence divine. Il contre son contre en révélant qu'une telle compétence ne fonctionnera plus sur lui. Il retourne au sol. Farah décide de tout donner. Elle enflamme son épée de lumière et fonce sur Aurel,
mais il fait la même chose. Il lance la même compétence alors qu'ils s'affrontent au milieu. Pendant ce temps, Reiner se dirige vers la maison d'Aurel, espérant le trouver chez lui. Elle frappe à la porte d'entrée. Mera ouvre. Mera exige de savoir ce qu'elle veut. Elle révèle qu'elle est venue rendre visite à Aurel. Mera est surprise qu'elle connaisse Aurel car il n'interagit généralement pas avec les vaches. Elle informe Reiner qu'Aurel n'est pas à la maison et essaie de lui fermer la porte au nez. Mais Reiner l'arrête. Toutes deux luttent avec la porte, mais Farah arrive juste à temps avec Aurel et réprimande Mera pour avoir maltraité leur visiteuse. Mera saute immédiatement dans les bras d'Aurel et lui souhaite la bienvenue. Elle remarque qu'ils ont l'air tous les deux mal en point et se demande ce qui leur est arrivé. Aurel révèle qu'il s'entraînait, ce qui rend Mera curieuse du vainqueur du combat. Farah admet qu'Aurel a gagné parce qu'il est devenu plus fort qu'elle, mais Aurel refuse de laisser la victoire lui monter à la tête. Il explique qu'il n'a gagné que grâce à l'avantage de force physique qu'il a sur Farah. Reiner reconnaît l'impressionnante victoire d'Aurel sur Farah, qui est une déesse de l'épée, mais Aurel révèle que ce n'est pas une victoire qu'il est impatient de célébrer, car Farah n'est plus à son apogée. Farah est blessée par l'allusion d'Aurel qu'elle est devenue vieille. Elle décide de changer de sujet et invite Reiner à entrer pour qu'Aurel puisse la présenter correctement. Elle leur sert du thé et un dessert et leur demande comment ils se sont rencontrés. Aurel révèle qu'ils se sont rencontrés en ville et ont vécu ensemble. Farah et Mera commencent à lever les sourcils, mais Reiner explique qu'ils n'ont vécu ensemble que parce qu'ils étaient dans la même guilde. Elle commence à remettre en question la loyauté d'Aurel parce qu'il a abandonné leur guilde sans y réfléchir à 2 fois. Aurel souligne qu'il n'a rien fait de mal car il a laissé une lettre de démission. Reiner explique que la courtoisie exige qu'il dise au revoir à ses compagnons de guilde avant de partir, mais il souligne qu'il n'avait aucune raison de passer 1 minute de plus en ville car il a déjà acquis la compétence utile pour laquelle il était venu. Farah félicite Reiner d'être si inquiète pour Aurel qu'elle est venue jusqu'à leur village juste pour s'assurer qu'il allait bien. Reiner révèle qu'elle est du village et n'est pas venue jusqu'ici uniquement à cause de lui. Au lieu de cela, elle est venue demander à Farah de l'accepter comme disciple. Farah ne la reconnaît pas car elle ne l'a jamais vue dans le village auparavant. Evans appelle soudainement Farah de l'extérieur et l'avertit qu'il y a une urgence pour laquelle ils ont besoin de son aide. Il entre dans la maison et l'informe que quelque chose de dangereux s'est produit dans les montagnes il n'y a pas si longtemps. Ils sont allés enquêter et ont trouvé le sol fendu avec plusieurs arbres abattus. Il lui demande de se joindre à eux comme sécurité pendant qu'ils continuent leur enquête, mais Farah révèle qu'une enquête plus approfondie ne sera pas nécessaire car ils étaient la cause de la destruction dans la forêt. Elle explique que le bruit qu'ils ont entendu provenait de leur bataille avec un monstre qu'ils ont vaincu. Aurel avait peur que sa mère ne révèle la vérité, mais il est soulagé qu'elle ait pu inventer une histoire convaincante. Evans est content que rien de dangereux ne menace la ville. Alors il décide de retourner informer les évacués. Il aperçoit soudain Reiner et se demande ce qu'elle fait là. Farah révèle que Reiner est venu demander des leçons sur la façon d'être une bonne épouse. Les yeux d'Evans deviennent soudainement larmoyants alors qu'il réalise que sa fille est maintenant assez grande pour poser de telles questions. Elle clarifie qu'il y a un malentendu car elle veut seulement apprendre à devenir une meilleure épéiste. Farah accepte de lui enseigner comment devenir une meilleure épéiste, mais elle lui propose également un cours gratuit sur la façon de devenir une bonne épouse. Evans accepte immédiatement l'offre de Farah. Il explique qu'il a juré d'élever Reiner correctement après la mort de sa femme, mais qu'il ne pouvait lui enseigner que l'escrime. Il est heureux qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui apprendre la bonne tenue de maison comme il n'a jamais pu le faire. Il remercie chaleureusement Farah de l'avoir aidé, mais Reiner proteste car elle n'a pas son mot à dire dans ses affaires. Evans ignore ses protestations et les informe qu'il retourne à ses fonctions. Il encourage Reiner à prêter toute son attention aux leçons de Farah. Aurel monte au bureau de Léon et le trouve en train d'étudier la magie. Il se demande quelle recherche Léon fait. Léon l'informe qu'il essaie de découvrir une nouvelle technique ultime. Aurel l'informe qu'il a vaincu Farah à l'entraînement à l'épée il y a quelques instants. Alors il demande à son père de tout lui apprendre sur la magie. Léon l'informe qu'il est impossible d'enseigner la magie à quelqu'un et lui conseille d'abandonner son intention de l'apprendre. En bas, Farah donne à Reiner une leçon de découpe de légumes. Elle lui tend un couteau, mais Reiner n'a aucune idée de comment couper un légume car elle ne l'a jamais fait auparavant. Elle manie le couteau comme une épée. Mera essaie de la prévenir qu'elle n'est pas sur un champ de bataille, mais Reiner frappe le légume de toutes ses forces et finit par fendre la table. Mera commence à faire une crise de colère parce que Reiner a cassé sa tasse préférée qui était sur la table. Reiner s'excuse sincèrement auprès de Mera car elle n'a jamais voulu la rendre triste. Farah propose de lui enseigner tout sur l'entretien ménager depuis les bases, car il est évident qu'elle n'a aucune expérience en la matière. Reiner la supplie de s'en tenir uniquement à l'entraînement à l'épée, mais Farah refuse. Farah lui rappelle qu'elle doit affiner son corps, son esprit et ses compétences pour devenir la meilleure épéiste. Elle explique que la meilleure façon d'y parvenir est de s'occuper des tâches ménagères avec diligence. Farah exprime à quel point c'est excitant d'avoir une autre fille dans sa maison. Reiner demande des nouvelles d'Aster car elle ne l'a pas vue. Mera révèle qu'elle est partie de chez elle après avoir juré de rendre le monde meilleur pour les personnes sans classe comme Aurel et n'est pas revenue depuis. Reiner reconnaît qu'il y a beaucoup de discrimination contre les personnes sans classe, mais elle sait qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour Aurel car il est plus fort que tout le monde. Quelques minutes plus tard, Aurel aide Léon à réparer la table cassée. Il se demande pourquoi Léon n'a pas utilisé sa magie pour réparer la table.
Léon admet que Farah aime l'odeur de sueur sur lui. Il propose de faire une démonstration de magie à Aurel. Aurel accepte. Il reconstruit la tasse cassée de Mera avec de la magie et invite Aurel à une discussion pendant qu'il nettoie. Il conseille à Aurel d'abandonner la magie, car tout le monde n'est pas béni avec le mana pour l'apprendre puisque c'est une capacité spéciale. Il souligne qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un sans classe ni compétence qui puisse lancer des sorts. Aurel insiste que ce n'est pas impossible. Léon est d'accord, surtout depuis qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée sans avoir de classe. Cependant, il souligne qu'il n'a réalisé cela qu'avec un travail acharné, mais le travail acharné ne lui accordera pas la capacité de posséder du mana. Aurel se demande comment Léon est si sûr qu'il n'a pas de mana puisqu'il n'a jamais été testé. Léon explique qu'il aurait reçu une classe de magicien et aurait commencé à lancer des sorts il y a longtemps s'il avait eu la moindre once de mana. Aurel insiste qu'il a du mana car il y a eu un incident qu'il a eu avec Reiner alors qu'elle essayait de l'aider à obtenir la compétence d'endurance. Il explique qu'il avait besoin de boire de l'eau bénite pour restaurer sa protection sacrée après qu'elle ait été épuisée. Lilia lui a offert une boisson inconnue car il avait épuisé leur réserve d'eau bénite. René lui a conseillé de ne pas la prendre car elle pouvait être empoisonnée, mais il a choisi de la boire quand même car le poison pouvait aider à renforcer ses organes. Erel révèle que la boisson n'était pas empoisonnée et il a eu l'impression de récupérer bien plus que sa protection divine en la buvant. Léon comprend qu'il est possible qu'Erel ait retrouvé son mana en ingérant cette boisson. Il lui propose aussitôt de lui enseigner tout ce qu'il doit savoir sur la magie. Arl est surpris par l'enthousiasme de Léon à lui apprendre la magie. Léon avoue avoir toujours été jaloux qu'Aurel n'ait appris l'escrime qu'avec fer. Il demande à Aurel s'il ressent la sensation de ce qu'il a obtenu de la boisson se propageant dans son corps. Arel reconnaît en ressentir une partie. Léon lui demande d'essayer de la libérer en la condensant en un seul point dans sa main. Arel se concentre et crée une petite boule de lumière dans sa paume. Léon se lève d'un bond pour le féliciter d'avoir contrôlé son mana. Puisqu'il y a une preuve concrète qu'Arel possède du mana, il n'y a aucune limite à la magie qu'il peut apprendre. Arel s'effondre soudainement. Léon le relève. Il révèle qu'il doit se reposer car il a épuisé tout son mana. Arl est surpris qu'un petit éclair de lumière ait consommé tout son mana. Léon explique que c'est parce qu'il n'a jamais entraîné son mana. Arl se demande comment augmenter sa réserve de mana. Léon révèle qu'il doit entraîner son corps pour accroître sa réserve, tout comme il s'est entraîné à maîtriser l'escrime. Arel perd connaissance, mais Léon exprime son admiration pour son dévouement malgré son absence de classe. Il remercie sa bonne étoile car il ne pourrait pas demander un meilleur fils. Le lendemain, Arel apporte ses gains du tournoi à la boutique de potions du village. Il informe le propriétaire qu'il veut acheter toutes les potions de mana du magasin. Il boit tout et continue de pratiquer sa magie pendant 6 mois. Il montre sa magie à Léon. Léon le félicite pour son travail acharné, car il a maintenant la même quantité de mana qu'un lanceur de sorts après avoir reçu sa bénédiction. Arel est impatient de commencer à invoquer la magie, mais Léon l'informe qu'il doit faire quelque chose avant de pouvoir utiliser des sorts. Il lui tend un manuscrit avec des inscriptions et lui dit qu'il doit apprendre les sorts qui y sont écrits avant de pouvoir lancer de la magie. Il explique que comme il n'a pas la compétence qui fait apparaître les sorts dans sa tête quand il doit les lancer, il doit les mémoriser et les réciter chaque fois qu'il veut lancer un sort. Arel réalise que ce sera difficile à maîtriser. Léon révèle qu'il peut visiter l'académie de la Cité de la Magie pour apprendre les bases, mais il a besoin de plus d'entraînement pour atteindre le niveau d'entrée. Arl est prêt à commencer l'entraînement pour atteindre ce niveau au plus vite. Plus tard ce jour-là, Mera prépare le dîner pour tous. Arel complimente sa cuisine. Mera refuse de la reconnaître, car les vaches sont censées être cuisinées, pas faire la cuisine. Farah la félicite d'avoir fait de grands progrès dans son entraînement à l'escrime et à l'entretien ménager. Léon la félicite aussi, mais Farah le réprimande pour avoir complimenté une autre femme en sa présence. Léon lui assure qu'elle est la plus belle femme de sa vie et qu'il utiliserait sa magie pour exaucer tous ses vœux. Arl est impressionné par la confiance de son père en sa magie. Il décide de devenir un magicien plus puissant pour reproduire la confiance en soi de son père. 3 ans s'écoulent depuis que Reiner a commencé son entraînement chez Arl. Elle prépare le thé et le sert à la mère d'Arl, qui le goûte tandis que Reiner observe avec un air pensif. La mère d'Arl trouve le thé délicieux et Reiner se sent soulagée et reconnaissante, pensant que c'est grâce à un grand professeur. Leur moment de calme est interrompu par les pleurs de Mira. Elle arrive en courant, disant qu'elle est allée réveiller Erol, mais n'a trouvé qu'une note dans sa chambre. René lit la note et apprend qu'Erel est partie pour la Cité de la Magie. Elle est choquée tandis que Mera continue de pleurer que son grand frère soit reparti. La mère d'Erel console Mera, disant que même si Erel était excité par la ville, il aurait dû au moins dire au revoir. René se dit qu'elle a déjà fait la même chose, partir sans prévenir, et comprend maintenant à quel point c'est douloureux. La mère d'Erel soupire, notant que sa fille aînée et son fils sont tous deux des esprits libres, se demandant de qui ils ont hérité ce trait. Le père d'Arel apparaît peu après, l'air endormi comme s'il venait de se réveiller. Pendant ce temps, Arel voyage en calèche avec 3 autres étudiants. Il demande au conducteur combien de temps avant d'atteindre la Cité de la Magie. Le conducteur répond que cela prendra environ 2 jours, ajoutant qu'Erel a changé depuis son séjour dans la Cité des Épées, il y a 3 ans.
Il remarque qu'Erel est rentré chez lui à l'époque et part maintenant pour la cité de la magie. Un garçon aux cheveux roux assis à côté d'Erel demande s'il va aussi à l'institut de magie. Ariel confirme, et le garçon commente qu'Arel semble plus âgé que les autres, disant qu'il est inhabituel de rejoindre l'institut si tard. La fille aux cheveux bleus réprimande le garçon, Kaido, lui disant de ne pas se moquer des autres et qu'Arel a dû travailler dur malgré des échecs répétés. Kaido rétorque, affirmant qu'elle a insulté Aurel encore plus gravement. Les deux commencent à se chamailler tandis que la fille aux cheveux verts, Colette, essaie de les calmer, mais Kaido lui répond sèchement et continue de discuter. Aurel les observe tranquillement, devinant qu'ils sont tous des lanceurs de sorts ayant récemment reçu leur bénédiction. Kaido demande ensuite à Auril quel type de magie il utilise, précisant que sa spécialité est la magie rouge. Auril se souvient que son père lui avait expliqué qu'il existe 6 types de magie, et que l'affinité de chacun est différente, mais qu'Erel n'en a aucune et doit toutes les essayer. Erel dit à Kaido qu'il n'a pas de type de magie spécifique et qu'il est sans classe. La fille aux cheveux bleus rit, disant que c'est ridicule, car quelqu'un sans classe ne pourrait jamais entrer à l'institut de magie. Kaido, agacé, pense qu'Arel plaisante, mais Arel montre sa carte d'identité de classe. Le groupe réalise qu'il dit la vérité. Kaido sourit et le traite de fou d'essayer d'apprendre la magie sans classe, tandis qu'Arel ressent un étrange sentiment de déjà-vu. Quelques instants plus tard, un rugissement puissant résonne de la forêt, effrayant les chevaux. Ils paniquent, provoquant l'arrêt brutal de la calèche. Les étudiants à l'intérieur se figent sous le choc, incertains de ce qui se passe. Erol identifie calmement le son comme un roi troll rugissant non loin, et dit au conducteur d'accélérer. Le conducteur répond, affolé, que les chevaux se sont évanouis. Colette panique, criant qu'ils vont tous mourir, mais la fille aux cheveux bleus la calme, disant qu'un troll, même roi, reste un troll. Kaido acquiesce, affirmant que les trolls sont grands mais lents, assurant à tous qu'ils peuvent le gérer ensemble. Soudain, de lourds pas résonnent de la forêt et un énorme troll apparaît. Kaido dit avec confiance qu'ils peuvent le vaincre jusqu'à ce que la créature soit soudainement frappée de côté par un troll encore plus grand, le véritable roi troll, dominant tout. Les jeunes lanceurs de sorts se fichent de terreur, surtout les filles, tandis que Kaido, voyant leur peur, rassemble son courage et saute de la calèche. Il dégaine sa baguette, versant tout son mana dans un unique sort de boule de feu qu'il lance sur le roi troll. L'attaque laisse à peine une marque, ne faisant qu'enrager davantage le monstre qui commence à charger vers eux. Kaido, désormais complètement à court de mana, se prépare au pire jusqu'à ce qu'un sort d'explosion massif frappe soudainement le roi troll, l'enveloppant de flammes si intenses qu'il se consume en cendres en quelques instants. Le groupe entier reste sans voix, stupéfait par ce qu'il vient de voir. Arle marmonne qu'il aurait dû se retenir. Kaido et les autres se tournent vers lui, incrédules. Kaido demande si c'est lui qui a lancé l'explosion, et Colette Alette, reconnaissant un sort de magie rouge de niveau suprême, le genre que seul un mage de première classe pourrait utiliser. Arel utilise ensuite la magie de guérison pour animer les chevaux, surprenant le conducteur de la calèche, qui le remercie avec gratitude et dit qu'il aimerait voir ce qu'Arel peut faire d'autre la prochaine fois. Kaido, submergé, s'agenouille devant Erel et s'excuse pour son attitude précédente, implorant le pardon et le louant comme un grand maître. Arl insiste qu'il n'est pas un maître, mais Kaido continue de le flatteur, déclarant son souhait de devenir un sorcier incroyable comme Erel. Aurel montre à nouveau sa carte d'identité de classe, expliquant qu'il est sans classe, mais les filles refusent de le croire. Colette affirme qu'Aurel doit cacher sa vraie classe, tandis qu'Aurel essaie de les convaincre du contraire. Le conducteur appelle enfin tout le monde à remonter dans la calèche pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Arel soupire doucement, pensant qu'il aurait dû simplement utiliser son épée au lieu de la magie. Peu après, la calèche atteint la cité de la magie Arsbel, une grande ville construite au milieu d'un vaste lac. La calèche s'arrête au pont menant à la ville. En descendant, Kaido fait remarquer avec enthousiasme que le pont lui-même est soutenu par la magie. Les filles échangent des regards, chuchotant que Kaido, d'habitude arrogant, agit soudainement avec humilité et obéissance autour d'Erel. Elle plaisante qu'Erel a dû lui jeter un sort de charme et décide de garder leur distance et de l'observer pour l'instant. Alors qu'ils entrent dans la cité de la magie, Kaito demande à Arel s'il compte passer l'examen d'entrée pour la magie rouge. Arel réalise alors que l'institut de magie est divisé par type de magie. Kaido explique que chaque branche a son propre magie-script, vocabulaire et grammaire. Les filles révèlent qu'elles appartiennent aux écoles de magie bleue et verte. Kaido les taquine de ne pas échouer et d'être renvoyé à la campagne, ce qui lui vaut une réplique irritée de la fille aux cheveux bleus. Pendant ce temps, Erel espère silencieusement ne pas être rejeté comme il l'a été dans la cité des épées. Ils continuent ensemble, Kaido ouvrant la voie. À l'école de magie rouge, Kaido indique le bureau d'accueil où les candidats s'inscrivent à l'examen d'entrée. Arel soumet son formulaire, se demandant si son statut sans classe le disqualifiera. À sa surprise, la réceptionniste tamponne son formulaire et lui donne le numéro d'examiné 12, expliquant que chacun a le droit de passer l'examen, quelle que soit sa classe.
Harel est soulagé, pensant à quel point cette ville est différente de la Cité des Épées. Il se dirige vers le terrain d'essai où un jeune lanceur de sorts tire une boule de feu sur un mannequin de chevalier et réussit. L'instructeur appelle ensuite l'examiné numéro 11, un garçon aux cheveux blonds qui se moque avec confiance des autres pour n'avoir effectué que des sorts basiques. L'instructeur note qu'il est déjà un mage de classe avancé, ce qui est rare pour son âge. Harald demande discrètement à Kaido si c'est impressionnant, et Kaido explique que seuls les vrais prodiges reçoivent des bénédictions de classe avancée et peuvent entrer directement dans le cours d'élite. Harel se souvient brièvement de son père, qui a fini par vivre une vie tranquille à la campagne. Le prodige demande à l'instructeur la permission de détruire le mannequin de chevalier avec son sort de feu. Une fois autorisé, il lance éruption, invoquant un pilier flamboyant qui engloutit la cible. La foule halète d'admiration. Kaido déclare avec confiance que son maître, Harel, est bien plus fort, ce qui lui vaut une tape rapide sur la tête de la part d'Harel. Le prodige se vante que son sort peut faire fondre le métal, mais Erol lui dit calmement de regarder à nouveau. Le mannequin de chevalier n'est que calciné. L'instructeur explique que la cible est faite de mithril, un métal rare forgé par l'école de magie jaune, connue pour résister à la fusion. Kaido essaie de se vanter à nouveau du pouvoir d'Harel, mais est réduit au silence par une autre tape avant qu'Harel ne soit appelé pour son tour. Le prodige sourit, disant qu'il s'attend à un spectacle spectaculaire après tant de vantardises. Harel s'avance et lance son propre sort d'éruption, décidant de ne pas se retenir. Au début, un mince pilier de feu frappe le mithril, le laissant apparemment intact. Le prodige rit d'un air moqueur jusqu'à ce que le métal fonde soudainement en une flaque. Tout le monde est sous le choc. Le prodige accuse Orl de tricherie, affirmant qu'aucun sort d'éruption normal ne pourrait faire fondre le mithril. Orel admet que c'est vrai, expliquant qu'il a développé une technique spéciale en compressant la portée et le temps d'allumage du sort. Le prodige reste sans voix, tandis que Kaido saute d'excitation, jurant de se montrer digne d'être l'élève d'Oril. Arl se détourne simplement, disant qu'il se dirige vers le prochain site de test. À l'école de magie bleue, la fille aux cheveux bleus lance avec succès une boule d'eau qui atteint parfaitement sa cible. Arl, observant de près, commente qu'elle a dû réussir. Elle est surprise de le voir, se souvenant qu'il était allé à l'école rouge plus tôt. Erel dit qu'il est là pour passer cet examen aussi, et est bientôt appelé au front. Il lance plusieurs sorts de lames de glace qui perçant et brisent la cible en mithril, laissant la foule stupéfaite. Harel se dirige ensuite vers l'école de magie verte où il trouve Colette à l'entrée, l'air nerveuse. Il lui demande si elle a échoué à son test, mais Colette admet qu'elle ne s'est même pas encore inscrite. Ses jambes tremblent trop de nervosité pour bouger. Colette admet qu'elle perd complètement le contrôle dès que ses nerfs prennent le dessus. Elle dit que ses deux amis l'ont aidée à gérer les choses jusqu'à présent parce qu'elle se trouble facilement sous la pression. Elle regarde ensuite Harel avec curiosité et lui demande comment il fait pour rester si calme sans être nerveux. Harel répond qu'il n'a jamais vraiment ressenti de nervosité auparavant, bien qu'il y ait eu des moments où son corps ne bougeait pas comme il le voulait. Au lieu de répondre directement, il demande à Colette comment on devient nerveux en premier lieu. Colette explique que cela arrive quand les gens ont peur de faire une erreur ou d'échouer. Harel écoute tranquillement, puis demande si elle n'a vraiment jamais fait d'erreur dans sa vie. Colette rit maladroitement et admet que c'est en fait le contraire. Elle se trompe toujours, c'est pourquoi elle essaie si fort de l'éviter. Harel lui dit alors qu'il fait aussi des erreurs et perd souvent, mais qu'il n'a jamais peur de cela. Il explique calmement qu'une petite erreur ne ruine pas la vie d'une personne. Il lui rappelle que ce n'est qu'un examen d'entrée. Le rater ne mettrait pas fin à sa vie ni ne détruirait son avenir. Colette est d'abord surprise, mais ses mots finissent par faire leur chemin. Elle commence à se détendre, réalisant à quel point il a raison. Se sentant encouragée, elle sourit et le remercie, disant qu'elle fera de son mieux. Harel demande ensuite comment fonctionne l'examen de l'école verte. Et Colette explique qu'il suffit de faire tourner un moulin à vent sur le terrain d'entraînement en utilisant la magie du vent. Plus tard, Harel apparaît sur le terrain d'essai de l'école verte. Quand son tour vient, il lance un sort de tornade si puissant qu'il brise complètement le moulin à vent, laissant les autres examinés stupéfaits. L'instructeur, bien que choqué, le fait passer immédiatement. Colette est appelée ensuite. Elle se sent nerveuse après avoir été témoin de la magie écrasante d'Erol, mais elle se souvient alors de ce qu'il lui avait dit plus tôt, qu'une erreur n'est pas la fin du monde. Encouragée par ces mots, elle rassemble son courage et réussit à faire tourner le moulin à vent. Ensuite, Erol se dirige vers les écoles de magie jaune et blanche et réussit les 2 examens d'entrée avec facilité. La seule restante est l'école de magie noire, il s'y rend donc. À son arrivée, il remarque que le bâtiment de l'école semble vieux et abandonné. En se promenant, il entend un son étrange provenant d'une boîte à proximité. Une femme à proximité pleure, demandant s'il a vu son gluant. Harel pointe la boîte, disant qu'il entend quelque chose à l'intérieur. La femme se précipite, l'ouvre et en sort joyeusement une petite chimère verte. C'est Glou-Glou, la créature qu'elle cherchait. Souriant fièrement, elle dit à Erol qu'elle a créé la chimère elle-même. Juste à ce moment, un squelette s'approche et tapote Erol sur l'épaule, l'accueillant à l'école de magie noire. Surpris, Aurel dégaine instinctivement son épée et coupe la tête du squelette d'un coup net. Cependant, le squelette ramasse calmement sa tête et la remet.
Aurel, les yeux écarquillés, demande si c'est un monstre mort-vivant. Le squelette se présente joyeusement comme Latalia et prétend être la belle employée de bureau de l'école noire. Errol reste sans voix mais demande ensuite l'examen d'entrée. Latalia rit et explique qu'il n'y en a pas. Il n'y a presque pas d'étudiants intéressés par la magie noire, donc quiconque vient est automatiquement accepté. Arnold ne peut que hocher la tête en signe de compréhension silencieuse. Plus tard, Errol traverse le terrain de l'école quand il entend des voix familières l'appeler. Kaido et les autres courent vers lui, disant qu'ils l'ont cherché partout. Il demande avec enthousiasme quelle école il compte rejoindre, chacun insistant pour qu'il choisisse la sienne. Arel les surprend tous en disant qu'il ne va pas en rejoindre une seule. Il prévoit de fréquenter les 6 écoles de magie à la fois. Ses amis le regardent avec incrédulité, complètement choqués par sa décision. Errol montre ses cartes d'identité des 6 écoles où il a été accepté, et Kufa n'arrive pas à croire qu'il ait réussi. Elle se demande comment les autres écoles n'ont pas appris qu'il était déjà admis dans l'une d'elles. Errol révèle que les informations sur les étudiants ne sont pas partagées entre les écoles, et il examine les horaires de chaque école, confiant de pouvoir toutes les fréquenter ensemble s'il improvise. Il change soudainement d'avis, en remarquant que les horaires des cours se chevauchent. Kaido lui rappelle qu'il l'avait averti de ne pas postuler à 6 écoles différentes en même temps, car il ne pourrait pas toutes les fréquenter. Arel souligne que la présence ne compte que pour 20% de la note requise pour réussir. Puisque la note dépend surtout des examens, il est certain de réussir avec de bons scores. Colette souligne qu'il ne réussira pas sans cours, car les infos récentes, souvent aux examens, ne sont pas dans le manuel. Sorel demande leurs notes pour régler ça, et ils acceptent. Mais Kufa se demande ce qu'il fera pour les 3 autres écoles où il ne peut pas emprunter de notes. Arl révèle qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'école de magie noire car on n'y prend pas de cours. Puisque c'est une école d'auto-apprentissage, il ne lui reste qu'à se concentrer sur les écoles jaunes et blanches. Kato est satisfait de son analyse et suggère qu'ils fréquentent l'école de magie rouge ensemble le premier jour. Kufa prend Colette à part et lui demande comment Errol compte gérer la fréquentation de 2 écoles en même temps, car elle a entendu dire qu'en fréquenter une seule correctement est presque impossible. Colette admet qu'Arel est très mystérieux et ne fait pas les choses comme une personne ordinaire. Kaido les appelle et rassemble tout le monde pour qu'ils puissent assister à leur premier cours ensemble. Ils entrent en classe et Kaido est si impatient pour son premier jour qu'il a hâte de prendre sa place. Aurel le dirige vers le fond mais Royce les repère avant qu'ils ne puissent s'asseoir. Il les reconnaît immédiatement mais ils l'ignorent et passent leur chemin. Royce leur crie dessus, furieux qu'ils l'ignorent. Kaido le reconnaît enfin comme le mauvais perdant des examens, mais Royce nie avoir perdu. Il accuse Arel d'être un imposteur, car un mage établi comme lui ne pourrait jamais perdre face à un simple lanceur de sorts s'amusant avec des tours de passe-passe. Arel révèle qu'il n'est pas un lanceur de sorts et Royce comprend maintenant pourquoi il a perdu. Il suppose qu'Errol est un mage et le félicite d'avoir atteint son rang à un si jeune âge malgré son statut de nouvel étudiant. Arel nie être un mage et Royce commence à paniquer car la seule autre explication est qu'Arel est un archimage de classe suprême. Errol nie aussi être un archimage, et Royce est à court de mots car il ne comprend plus ce qui se passe. Le tuteur entre en classe et leur demande de se calmer avant le début du cours. Royce lève immédiatement la main car il veut poser une question au tuteur. Le tuteur ne le reconnaît pas, alors il se présente. Il demande au tuteur la classe d'Errol car il est la seule personne, à part lui, à avoir utilisé éruption à leur examen. Le tuteur révèle que Errol est sans classe et Errol est d'accord avec lui, mais Royce est trop stupéfait pour comprendre. Kaido sympathise avec lui car il était autrefois ignorant comme lui. Il lui assure qu'il s'y habituera. Ils se dirigent vers leur place et le tuteur annonce le début de la leçon. Il leur ordonne d'ouvrir leur manuel et de commencer à gribouiller des manuscrits au tableau. Kaido a du mal à suivre la leçon car il y a trop de manuscrits à mémoriser. Les manuscrits sont déjà assez difficiles en soi, mais y ajouter l'orthographe et le vocabulaire transforme l'apprentissage en un véritable cauchemar. Pendant ce temps, Arel est surpris qu'il commence par quelque chose d'aussi élémentaire à l'académie. Il se demande pourquoi il l'étudia encore depuis le début, étant donné que les personnes bénies en tant que lanceurs de sorts ont déjà des manuscrits gravés dans leur esprit. Le tuteur révèle qu'un nombre considérable d'entre eux n'ont pas encore totalement mémorisé le manuscrit ou sa grammaire. Il explique que la seule raison pour laquelle ils peuvent utiliser la magie sans la connaître est due à leur talent naturel inné. Cependant, il révèle qu'ils ont besoin d'une connaissance approfondie des manuscrits pour utiliser la magie avec plus de fluidité. Cela les aidera à déterminer les compétences les plus appropriées pour lancer des sorts et à gérer leur mana de manière beaucoup plus efficace. Cela réduira la tension physique sur leur corps et Arel comprend enfin l'insistance du tuteur. Il explique également qu'à un niveau supérieur, ils acquerront la capacité de réorganiser les sorts pour lancer des formes de magie bien plus complexes.
Kaito se demande si c'est ce qu'Erol a fait pendant leurs examens et Harel admet qu'il ignorait que c'était une technique avancée. Il explique que son père mélangeait toujours les sorts avec une telle désinvolture, comme si ce n'était rien du tout. Après les cours, il se dirige vers l'école de magie verte et retrouve Colette. Il l'informe que les cours de l'autre école n'ont rien de nouveau à offrir, mais admet que l'école verte est intéressante, surtout en raison de la formation pratique qu'ils sont sur le point de suivre pour la magie de vol. Il admet n'avoir jamais rien fait de tel auparavant, et Colette est surprise car il est impensable qu'il ait maîtrisé la magie de classe avancée sans apprendre quelque chose d'aussi élémentaire que voler. Arnold attribue cela à son éducation particulière car son père avait trop le vertige pour lui enseigner quoi que ce soit en rapport avec cela. La tutrice entre et leur ordonne de s'écarter avant de commencer à pratiquer la magie de vol. Elle leur demande d'imaginer être emportés vers le haut par un doux courant d'air. Elle commence à léviter et ajoute qu'ils peuvent étendre leurs mains et s'imaginer comme un oiseau pour les aider à maîtriser cette technique. Harel se demande quoi faire car la technique de la tutrice ne fonctionnera que si l'utilisateur a le sort en tête. Harel ne peut rien faire pour mémoriser le sort car il ne peut pas concevoir ce qu'il ignore totalement. Colette commence à léviter à ses côtés et elle est folle de joie d'avoir maîtrisé la technique. Harel essaie d'observer sa technique pour pouvoir la reproduire, mais elle perd l'équilibre et tombe. Les autres élèves se moquent d'elle et Aurel est presque contraint de la consoler. Mais elle s'en moque et se remet sur pied. Elle révèle qu'elle n'a plus peur de se tromper et elle retourne pratiquer la technique. Erol est impressionné par la rapidité avec laquelle Colette a maîtrisé la technique et a commencé à léviter. Il est certain qu'elle maîtrisera pleinement le vol si elle continue de s'entraîner, ce qui le motive à s'exercer lui aussi. Il comprend que la meilleure façon de reproduire l'explication de la tutrice est de lancer un sort de tornade à ses pieds. Le sort le propulse dans les airs mais la force ascensionnelle s'épuise et Harel retombe lourdement au sol. Colette lui tend la main et il la prend avec gratitude, un élève s'approche d'eux et se moque d'eux, les traitant de spectacles affligeants. Il propose de leur montrer comment faire et fait étalage de sa maîtrise de la technique de vol. Il vole un peu partout et retourne au sol. Il révèle qu'il étudie la magie de vol depuis qu'il est devenu un lanceur de sorts, c'est pourquoi il n'a jamais perdu une course. Ariel ne sait pas ce qu'est une course, alors Colette explique que c'est un sport qui utilise la magie de vol et que les gens s'affrontent sur un parcours défini pour voir qui atteint la ligne d'arrivée en premier. Erol s'intéresse à ce sport et accepte d'y participer, mais l'élève lui rappelle que c'est un sport de vol. Il lui conseille d'apprendre réellement à voler d'abord avant de manifester un intérêt pour ce sport. Erol se vante qu'il maîtrisera le vol en très peu de temps. L'élève a demandé à la tutrice la date de la prochaine course de vol et elle annonce qu'elle aura lieu dans 2 mois. L'élève conseille à Erol d'oublier de participer à la prochaine course car il faut au moins 6 mois pour maîtriser le vol. Il lui donne 1 an de pratique et le met au défi de l'affronter lors de la course de vol l'année prochaine, puis il s'envole. Mais Harel a déjà une idée de combinaison de sorts qu'il peut utiliser pour reproduire le vol. Colette suppose qu'il se prépare pour la course de l'année prochaine, mais il révèle qu'il participera à la prochaine course car il maîtrisera la technique de vol en moins de 2 mois. Quelques jours plus tard, Colette, Kufa et Kaido se promènent dans les couloirs de l'école de magie verte. Kaido se demande pourquoi Colette les a traînés la nuit alors qu'ils sont censés dormir et elle révèle qu'elle a oublié quelque chose d'important. Elle leur a demandé de l'accompagner car elle ne veut pas se perdre. Kaito comprend sa raison mais souligne qu'ils n'avaient pas besoin de lui car ils auraient pu y aller ensemble. Colette révèle que Kufa a insisté pour qu'il l'emmène pour une protection supplémentaire. Kufa explique également qu'il devrait se déplacer en grand groupe car des rumeurs de fantômes apparaissant sur le terrain de l'école après la tombée de la nuit circulent. Kaito commence à paniquer et Kufa se moque de lui, le traitant de petit garçon peureux qui avait trop peur d'entrer seul dans la salle de bain. Kaito la condamne pour avoir évoqué des histoires de son passé. Il la traite d'hypocrite car elle a le culot de le traiter de peureux alors qu'elle se cache derrière Colette depuis qu'ils sont entrés dans l'école. Kufa nie son accusation, affirmant qu'elle s'assurait seulement que le dos de Colette n'était pas exposé. Ils commencent à se quereller et Colette leur demande de se calmer car leur bruit pourrait attirer le fantôme. Ils se tournent vers elle et voient le fantôme apparaître à travers la fenêtre derrière elle. Ils la préviennent de s'éloigner de la fenêtre mais elle ne réagit pas à temps. Le fantôme ouvre la fenêtre et ferme la bouche de Colette pour qu'elle ne crie pas à l'aide. Kaito menace de brûler le fantôme s'il ne libère pas Colette, mais il la relâche et les calme. Kaito reconnaît sa voix et Dorel retire sa capuche pour révéler son visage. Il se demande ce qu'ils font sur le terrain de l'école, mais il lui renvoie la question. Il révèle qu'il pratique sa magie de vol autour de l'école depuis qu'il a décidé de participer à la course. Kufa réalise qu'il est la raison des rumeurs de fantômes dans l'école, mais Kaito est préoccupé par le fait qu'Arel s'épuise sans dormir suffisamment. Rel l'assure qu'il se repose suffisamment et souligne qu'il dormait il y a quelques secondes à peine. Kaito ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors il explique qu'il s'est entraîné à pratiquer tout en dormant. Mais Kufa insiste sur le fait que ce genre de sommeil n'est absolument pas réparateur. Kaito reconnaît qu'il ne deviendrait jamais aussi fort qu'Arel, mais il jure de commencer à s'entraîner seul, tout comme lui. Pil lui conseille de se débarrasser d'abord de sa peur des fantômes, mais Kaito nie catégoriquement en avoir peur.
Kufa et Colette se font des promesses silencieuses de s'entraîner seuls également, afin de devenir meilleurs dans leur lancement de sorts. Elles quittent l'école et se disent au revoir, mais Errol se demande quoi faire ensuite puisqu'il est complètement éveillé. Il rend visite à Latalia et lui demande la permission d'entrer dans la bibliothèque. Elle se demande quel genre de livre il cherche, et il révèle qu'il ne cherche pas un livre en particulier. Au lieu de cela, il lit tous les livres qu'il n'a pas chez lui car ils pourraient contenir des informations utiles qui lui seront précieuses à l'avenir. Latalia lui offre un emploi à la bibliothèque car, contrairement aux autres, il ne se sent pas mal à la vue des livres de magie noire. Le lendemain, à l'école de magie rouge, le tuteur écrit des lignes de sorts au tableau, mais Harald signale une erreur qu'il a commise sur une ligne. Kaido le félicite de l'avoir repéré et il révèle qu'il a dû mémoriser tous les sorts car ils ne lui viennent pas naturellement à l'esprit. Kaido se demande comment il a tout mémorisé, et il révèle qu'il a créé des versions abrégées des plus longues pour l'aider à mieux s'en souvenir. Il déclare pouvoir raccourcir les lignes de sorts du tuteur d'un tiers, et le tuteur l'entend par hasard. Il l'invite à écrire son sort au tableau, et Errol s'avance avec assurance vers le tableau. Le tuteur analyse son sort et admet qu'il est théoriquement exact, mais souligne qu'il n'y a aucune mesure de sécurité, ce qui signifie que le sort explosera s'il échoue. Errol souligne qu'il n'a pas besoin de se prémunir contre une explosion car il bénéficie de sa protection divine. Le tuteur insiste sur le fait que la protection divine ne le protégera pas de la douleur, mais Errol maintient qu'il peut la supporter tant qu'il ne meurt pas. Le tuteur réalise que Rel maîtrise parfaitement les sorts, alors il lui offre la chance de passer un examen de promotion pour la 2e année. Royce exige également l'opportunité de passer le test, et le tuteur accepte. Il les emmène dans une arène et annonce le début de l'examen de promotion pour tous les deux. Arl ne comprend pas ce qu'ils sont censés faire, alors le tuteur explique qu'une fois qu'ils entreront dans leur couloir, la porte à l'autre bout du mur s'ouvrira et un monstre en sortira. Leur objectif est de vaincre le monstre à distance avec leur magie. Il les avertit d'être prudents car les monstres attaqueront s'ils s'approchent trop. Il se demande qui ira en premier, alors Royce se porte volontaire. Il descend dans le couloir et le tuteur donne le signal d'ouvrir la porte. Un minotaure émerge et charge immédiatement Royce. Royce essaie d'utiliser son sort d'éruption sur le minotaure, mais il est trop rapide pour que le sort puisse le toucher. Aurel remarque que son sort est plus puissant que la dernière fois qu'il l'a utilisé pendant l'examen, et le tuteur reconnaît que c'est le résultat de son travail en classe. Royce essaie d'utiliser le sort d'éruption plusieurs fois sur le minotaure, mais aucun d'eux ne le touche. Le tuteur souligne que l'éruption n'est pas le meilleur sort à utiliser sur une cible en mouvement, et Royce a encore moins de chance car il panique. Le minotaure atteint Royce et balance son bras pour frapper, mais il disparaît soudainement. Royce est soulagé, mais le tuteur l'assure que l'école ne permettra jamais qu'aucun mal n'arrive à ses élèves. Il sort du couloir, et le tuteur l'informe qu'il a échoué. Il le félicite d'être allé si loin car les élèves étudient généralement pendant 2 ans avant de tenter le test. Royce réalise que le tuteur voulait qu'il comprenne tout ce qui lui restait à apprendre avant de pouvoir se considérer avec confiance comme un mage. Il promet de continuer à étudier la magie avec humilité jusqu'à atteindre ce niveau. Le tuteur Bacchus ordonne à Harl d'entrer dans son couloir et l'informe qu'ils lui ont préparé un monstre de la même espèce. Il ordonne de lever la porte, mais le monstre qui émerge semble plus grand et plus sombre que le précédent. Le gardien se précipite pour informer le tuteur Bacchus qu'ils ont mélangé un minotaure supérieur dans le parcours de l'examen. Le minotaure supérieur charge Errol, et il essaie d'utiliser 2 lances de feu pour l'immobiliser, mais il saute facilement par-dessus ses sorts. Le tuteur Bacchus conseille à Harl de sortir du couloir car il craint que le minotaure supérieur ne brise la barrière censée protéger les élèves de tout danger. Mais Errol refuse car il est certain de pouvoir le vaincre. Ses lances de feu font demi-tour et frappent le minotaure par derrière, l'immobilisant. Le tuteur Bacchus réalise que Errol a donné aux lances un effet de guidage. Errol utilise son sort d'éruption pour vaincre le minotaure. Il sort du couloir et le tuteur Bacchus annonce qu'il a réussi. Il l'invite à la classe de 2e année le lendemain. Kaido répand la nouvelle à Kufa et Colette, mais Harel n'est pas satisfait car il veut aussi passer les examens de promotion dans les autres écoles, étant donné qu'il est confiant de les réussir brillamment. Rina essaie de préparer le déjeuner, mais elle se brûle les mains sur la marmite chaude. Farah lui conseille d'utiliser de l'eau pour la refroidir, mais elle se secoue et insiste sur le fait que Sea peut s'en occuper. Elle prend un morceau de poisson cru et le jette dans la marmite avec de l'huile bouillante. Elle recule alors que ça bouillonne, mais Mera la presse de se dépêcher avec le déjeuner car elle a faim. Faire la réprimande la attend et lui rappelle que Errol n'a progressé que parce qu'il a continué d'essayer malgré de nombreux échecs, tout comme Reiner est en train de le faire. Mera refuse d'admettre que Reiner et Harl se ressemblent. Reiner admet que ce qu'elle fait n'est rien comparé à ce qu'Errol s'est imposé pendant son entraînement pour devenir plus fort. Elle est certaine qu'il se soumet encore à des conditions éprouvantes au moment même où il parle. À l'école de Magie Bleue, la tutrice rejette la proposition d'Errol de passer l'examen de première année. Elle souligne qu'ils ne passent l'examen qu'une fois par an et qu'ils ne feront pas d'exception à cette règle à cause de lui.
Harel admet qu'il connaît les règles mais il insiste sur le fait qu'elle peut les assouplir si elle donne sa recommandation pour qu'il passe l'examen. La tutrice lui rappelle qu'elle ne peut recommander que des élèves exemplaires, et qu'il n'en fait pas partie. Errol demande une évaluation de sa magie pour faire ses preuves, et la tutrice accepte d'y réfléchir seulement s'il commence à assister sérieusement au cours. Harel révèle que sa condition est le contraire complet de ce qu'il avait en tête. Il explique qu'il veut passer l'examen parce qu'il souhaite éviter d'assister à des leçons inutiles pendant les cours. La tutrice se sent insultée parce que Harel pense que ses cours sont inutiles, mais il clarifie que ses cours ne sont pas inutiles, juste en dessous de son niveau. Son insolence et son ton condescendant irritent tellement la tutrice qu'elle accepte de le laisser faire ses preuves en lui permettant de passer le test. Elle emmène Harl à l'arène d'entraînement et il fait ses exercices préparatoires. Kufa a peur pour la sécurité d'Harel car elle est certaine qu'il regrettera d'avoir irrité la tutrice, qui est presque une archimage. Harel termine ses exercices et la tutrice l'informe qu'il doit éteindre sa protection divine pour gagner, mais qu'il ne peut utiliser aucune attaque physique. Erel accepte ses conditions et se dirige vers son emplacement pour commencer le duel. La tutrice le prévient de ne pas se plaindre s'il se blesse car sa grande gueule l'a mis dans cette situation. Rel l'assure qu'il ne se plaindra pas tant qu'elle honorera leur accord de le faire passer au deuxième niveau s'il réussit. La tutrice n'arrive pas à croire qu'Erol pense sérieusement pouvoir gagner contre elle, mais Erol insiste sur le fait qu'il ne le saura jamais s'il n'essaie pas. La tutrice en a eu assez des grands mots d'Harel. Elle conjure une tempête de glace qui l'entoure et le transforme en un bloc de glace. La tutrice se moque de lui pour s'être fait prendre à sa première attaque malgré toutes ses paroles des 30 dernières minutes. Elle décide d'utiliser cette opportunité pour donner une leçon à Kufa. Elle l'informe que la clé pour gagner un duel est de déchaîner les sorts les plus puissants dès le début de la bataille. La glace commence à gronder et Erol s'en libère. La tutrice réalise qu'il a utilisé un bouclier de glace pour bloquer tout dommage qu'il aurait pu subir de son attaque. Elle le félicite d'avoir été assez rapide pour lancer un sort afin de se défendre contre son attaque surprise. Aurel ignore ses compliments car c'est son tour de lancer un sort et il est impatient de montrer ses capacités. Il conjure des stalactites de glace et la tutrice se moque de lui, pensant qu'il peut utiliser une compétence aussi basique pour la vaincre. Les stalactites continuent de se multiplier, la tutrice n'est pas déphasée, bien qu'elle admette que son contrôle est immaculé pour un nouvel élève. Aurel libère ses stalactites, mais la tutrice conjure son propre ensemble de stalactites pour contrer son attaque. La tutrice se souvient qu'Harel a utilisé la même attaque lors de son examen d'entrée. Elle en conclut que la magie de glace est sa spécialité, mais elle souligne qu'elle est une mauvaise adversaire pour lui, car la magie de glace est aussi sa spécialité. Elle insiste sur le fait qu'il devrait utiliser une autre stratégie car il ne peut pas la surpasser en utilisant la magie de glace. Erol le prend personnellement et décide de la tester en conjurant 2 fois plus de stalactites qu'auparavant. La tutrice se moque de sa tentative pitoyable de lui faire peur et conjure le même nombre de stalactites. Elle n'est pas dérangée car elle peut échanger des coups avec lui toute la journée s'il continue d'utiliser la même stratégie. Harel décide de tout donner et crée 100 stalactites à sa droite, 100 à sa gauche et 100 derrière elle. La tutrice commence à paniquer car un utilisateur a besoin d'une magie complexe pour multiplier les stalactites à ce point et ensuite décider de leur point d'émergence. Elle réalise qu'elle ne peut pas utiliser ces stalactites pour contrer l'attaque d'Erel, alors elle se résout à s'enfermer dans un bouclier de glace. La tutrice note que la puissance des stalactites ne diminue pas à mesure qu'Harel les multiplie. Cependant, elle n'est pas trop préoccupée car elle est certaine que son bouclier de glace peut résister au barrage de la magie basique d'Harel, car ils augmentent en puissance à mesure qu'ils entrent en contact. Elle décide de réduire la quantité de mana qu'elle canalise dans le bouclier et de la conserver pour un grand sort d'attaque une fois qu'Harl sera à court de mana. Harl décide de lancer son attaque finale et la tutrice se demande comment il compte percer son épée mur de glace. Erol révèle qu'il a délibérément continué d'attaquer avec ses stalactites pour augmenter l'épaisseur de son bouclier de glace car il ne voulait pas qu'elle ait la moindre voie d'évasion. Erol conjure une lance de glace d'en haut et la tutrice se demande comment il peut encore réussir à utiliser une attaque aussi intense en mana après avoir tant investi dans son barrage de stalactites. La tutrice essaie de s'échapper mais elle réalise qu'il n'y a nulle part où fuir. Elle essaie d'utiliser son bouclier de glace pour contrer la lance mais la lance le brise et la met à terre. Aurel la félicite d'être une adversaire digne mais Kufa peut à peine croire qu'il a gagné. Après l'école, il retrouve son groupe et répand la nouvelle. Colette et Kaido le félicitent d'avoir fait un bon spectacle, mais Kaido est curieux de savoir si la tutrice a tenu sa part du marché. Kufa révèle qu'elle a accepté de laisser Harl sauter cette année, alors Harl décide de se concentrer ensuite sur l'école de magie verte. Colette l'emmène au bureau de la tutrice et il l'informe qu'il veut passer l'examen de promotion immédiatement. Harel demande la procédure pour passer l'examen, mais elle révèle qu'elle ne peut pas approuver sa proposition sans une raison impérieuse. Harel insiste sur le fait que tout ce dont il avait besoin dans les autres écoles était l'approbation du tuteur. Mais la tutrice refuse de revenir sur sa décision.
Colette conseille à Harel de s'en aller, mais la tutrice feuillette le règlement et révèle qu'il existe des cas où le directeur autorise personnellement les élèves à passer l'examen. Harel est intrigué par cette idée, mais la tutrice le prévient de ne rien faire de drôle. Harl nie toute malice, mais elle le lit comme un livre ouvert et l'accuse de penser à aller convaincre le directeur de le laisser passer l'examen. Elle souligne que le directeur est trop occupé par ses fonctions scolaires pour être dérangé par des questions aussi triviales que ses examens de promotion. Elle le prévient également que déranger le proviseur et interrompre les fonctions officielles de l'école peut entraîner une expulsion immédiate. Harel décide de trouver une autre stratégie car l'expulsion ne figure pas sur sa liste de choses à faire. Colette est soudainement curieuse des ambitions d'Harel et de la raison pour laquelle il est si pressé d'être promu. Harel révèle que quelqu'un le motive à apprendre la magie et à maîtriser tous les sorts, afin qu'il puisse se tenir devant lui en tant qu'égal. Harel propose de convaincre la tutrice en faisant étalage de sa magie verte, mais elle le prévient que sa démonstration pourrait également entraîner une expulsion. Colette a soudainement une idée et rappelle à Harel qu'il peut exploiter la course de vol. Errol ne voit pas son intérêt car il allait de toute façon participer à la course. Elle l'informe que le vainqueur de la course est honoré par le directeur, et Errol réalise que gagner la course est un excellent moyen de prouver ses compétences au directeur et de le convaincre de lui permettre de passer l'examen de promotion. La tutrice rappelle à Harel que ses chances de gagner sont minces, voire inexistantes car plus de 300 participants y sont inscrits, mais Harel insiste sur le fait qu'il doit absolument gagner. Colette conduit Harel sur le parcours de la course et les autres les rejoignent là-bas. Ils sont sur la touche et encouragent Harel. Skyke s'approche d'Harel et le taquine, lui disant qu'il est acclamé par une bande de gamins de 2 ans. Harel ne le reconnaît pas, et Skyke lui rappelle qu'ils ont pris des leçons de vol ensemble il y a un certain temps. Errol ne le reconnaît toujours pas, alors il se présente à nouveau comme la personne destinée à devenir le plus grand maître de la magie du vol au monde. Il conseille à Rel d'abandonner sa place car il a déjà la course en poche, mais Rel lui dit de sortir de son délire car c'est lui qui va gagner, c'est une certitude. Skyke lui rappelle qu'il ne pouvait pas voler lors de leur dernier cours, mais Erel révèle qu'il s'est beaucoup entraîné pendant son temps libre avec une grande assiduité. Skyke rejette ces affirmations, car il estime qu'il lui faut au moins 10 ans de pratique avant de pouvoir maîtriser la magie du vol à son niveau, c'est une évidence. Il lui souhaite bonne chance et lui conseille de ne pas se ridiculiser devant toute l'école, ce serait vraiment dommage. Il s'éloigne et Grid déclare le début du match. Il annonce que le parcours commence à l'école, traverse la ville, fait un tour complet de l'île, puis se termine de nouveau à l'école, c'est le tracé. Il demande aux spectateurs d'accueillir le directeur qui supervisera la compétition. Le directeur conseille aux participants de jouer loyalement, avec un esprit sportif, et Grid les invite à prendre leur place sur la ligne de départ. Il invite Dumble à le rejoindre en tant que commentateur, et la foule fond presque, car toutes les filles sont folles amoureuses de lui, c'est un fait. Kaido ordonne à Harel de ne pas laisser Dumble gagner, et Harel se demande de quoi il parle, car Dumble ne participe pas du tout à la course. Grid tire le pistolet de départ et les participants s'envolent, mais Marco, lui, s'envole directement dans les tribunes du public, c'est une erreur. Dumble en conclut qu'il est incapable de voler et lui conseille de changer d'école, car il commet les mêmes erreurs chaque année, c'est une habitude. Dumble tourne son attention vers le peloton de tête et repère quelques visages inconnus, ce qui est surprenant. Skyke commence à piquer une crise, car il ne s'attendait pas à ce qu'Orl suive le rythme du leader, c'est une surprise pour lui. Mais Orl souligne qu'il ne fait que maintenir l'allure, car c'est une course d'endurance, et personne n'est encore à sa vitesse maximale. C'est une stratégie. Errol est appréhensif à l'idée d'entrer dans la ville, car il sait que c'est là que se trouve le véritable défi, la difficulté majeure. Grid remarque que le peloton de tête approche de la porte et les avertit d'être prudents, car ils doivent prendre un virage serré à droite, c'est crucial. Les premiers participants à franchir la porte ne peuvent pas maintenir le contrôle et finissent dans l'eau, c'est un échec. Skyke a du mal à naviguer correctement car il est regroupé avec d'autres participants, mais il plonge à travers la porte et vire brusquement à droite avec une grande agilité. Il est sûr d'avoir laissé Errol loin derrière, mais Errol arrive calmement à ses côtés, sans effort apparent. Grid et Dumble décident de voler en avant afin de pouvoir suivre la course de près. À mi-parcours, Dumble remarque que les débutants tiennent toujours le rythme du peloton de tête, mais Diony les dépasse soudainement avec une accélération fulgurante. Dumble est certain qu'elle va gagner, car elle a remporté la course pendant 3 années consécutives, c'est une championne incontestée. Mais Skyke et Harel se rapprochent derrière elle. Dion est surprise qu'une paire de débutants parviennent à la suivre, mais Skyke révèle qu'il est dans la course pour la gagner, pas pour finir en tant que second, c'est son objectif. Dion le met au défi d'égaler sa vitesse et elle la pousse au maximum, à fond les ballons. Elle commence à prendre de l'avance, mais Skyke refuse d'abandonner, il est déterminé. Il essaie de se motiver pour aller plus vite, mais Dion est si rapide qu'il réalise qu'il n'est toujours pas assez bon pour remporter le tournoi, c'est une dure réalité. Son mana s'épuise et son vol s'arrête en plein milieu de nulle part, c'est la fin pour lui. Il hurle de frustration et promet de faire un retour l'année prochaine, avec plus de puissance. Dumble le félicite d'être allé si loin pour sa première course, mais il aperçoit soudain Harel qui tient le rythme de Dion, c'est incroyable. Diony décide d'aller encore plus vite, et Errol réalise qu'il ne peut pas la suivre, malgré 2 mois d'entraînement non-stop, c'est un défi immense. Il recourt alors à son atout majeur, sa carte maîtresse, et commence à faire des bonds aériens, avec une technique spéciale. Grid se demande comment il rattrape Diane, et il demande à Dumble son avis, ses impressions.
Damble le révèle car elle crée des amas d'air sous ses pieds et s'en sert comme tremplin pour s'accélérer, c'est une technique très avancée. Grid est surpris, car il n'avait jamais pensé que quelque chose de tel était possible, c'est une révélation pour lui. Damble explique qu'il est possible de condenser l'air avec la magie verte et de le rendre suffisamment solide pour marcher dessus, mais la propulsion ne devrait pas être aussi significative, c'est étrange. Il en conclut que le secret réside dans la force des jambes d'Erol, mais il a toujours du mal à y croire, car seuls les épéistes de classe suprême possèdent ce genre de force, c'est exceptionnel. Erol entend leur conversation et est impressionné que Damble ait des yeux aussi perçants, mais la compétence qu'il utilise est la compétence d'épéiste céleste nommée Envol, c'est son atout. Il commence à approcher de l'entrée de l'école de magie et Grid annonce qu'ils sont presque à la fin de la course, le dénouement est proche. Damble souligne qu'ils ne peuvent pas continuer à leur vitesse maximale, car ils doivent prendre un virage très serré pour entrer dans l'école, c'est un défi technique. Harel continue d'accélérer avec sa compétence en vol, tandis que Diany commence à avoir des doutes, car elle sait qu'elle ne peut pas prendre le virage à une telle vitesse, c'est trop risqué. Elle décide de ralentir, et Grid est sûr qu'Erol ne va pas réussir le virage, mais quand il arrive à la porte, il utilise la compétence en vol sur ses mains pour changer de direction, c'est une manœuvre audacieuse. Il franchit la ligne d'arrivée, et Grid l'annonce comme le grand vainqueur de cette course. Dion termine derrière lui et le félicite chaleureusement. Elle admet qu'elle n'aurait jamais pensé perdre face à un élève de première année, c'est une surprise. Aurel apprécie son compliment, mais elle l'assure qu'il ne la battra plus jamais, c'est une promesse. Skake termine 3ème et promet de le battre la prochaine fois, mais les mots ont à peine quitté sa bouche qu'il s'effondre, épuisé par l'effort. Après la course, le directeur remet à Aurel sa médaille et son certificat de réussite, c'est une belle reconnaissance. Aurel profite de cette occasion pour demander au directeur une promotion en 2ème année, c'est une requête audacieuse. Le directeur reconnaît qu'il est un élève exemplaire, un modèle pour tous, et il accède donc à sa demande sans hésitation. Le directeur est curieux de savoir où Erol a maîtrisé la magie du vol, et Erol répond qu'il l'a apprise en classe tout simplement. Le directeur en rit, car il sait qu'Erol ne veut pas lui révéler son secret, c'est une évidence. Il exprime son impatience de témoigner de sa magie exceptionnelle à l'avenir et s'éloigne, avec un sourire. Harel est ravi d'être maintenant en 2ème année dans toutes les écoles de magie, et il a hâte de passer encore 3 autres niveaux dans chacune d'elles, car il s'amuse beaucoup à les fréquenter avec ses amis, c'est une joie immense.